Et voilà, c'est parti, Nicolas, on enregistre. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Et nous revoilà pour un épisode de la série Il balance tout. Je sais que vous les adorez. Donc, remerciez déjà l'intervenant en mettant votre pouce. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais que certains d'entre vous regardent, écoutent les vidéos, les audios sur ma chaîne, mais ne s'abonnent pas et c'est très dommage. Et bien évidemment, tout ce qui sera dit dans cette interview, dans cet enregistrement, comme vous voulez, vous pouvez le commenter en bas dans la section commentaires. Et aujourd'hui, donc, on reçoit Nicolas. Nicolas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Bonsoir à tout le monde. Ou bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour ou bonsoir, en fonction du moment où vous écouterez cet épisode. Bah, écoute, Nicolas, merci de prendre ton temps pour parler de ta vie internationale, ta vie à l'étranger. Est-ce que ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Je ne suis pas en France, donc je suis plutôt satisfait actuellement. D'accord, bon. Bon, vous avez entendu quelqu'un qui est parti à l'étranger et qui est plutôt satisfait de son départ en France, hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des gens qui, dernièrement, qui viennent sur ma chaîne, qui sont partis à l'étranger et qui reviennent en France, la queue entre les jambes, en se disant, bah, finalement, la France, c'est pas si mal ou c'est pas pire qu'ailleurs parce que j'ai pu comparer à l'étranger. Là, on a quelqu'un qui est parti à l'étranger et qui en est pas revenu. Nicolas, dans quel pays tu t'es expatrié? Alors, je suis en Roumanie et plus spécifiquement en Transylvanie. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que je suis parti. En fait, je considère que je me suis échappé de Paris. Ouais. Avant, je suis originaire du sud de la France, donc j'étais dans des petites villes jusqu'au bac. Après, je suis allé étudier à Paris comme beaucoup. Ouais. J'ai fait une bonne partie de mon armée en Allemagne. Je suis revenu bosser à Paris pendant quelques années dans une filiale du groupe Renault. Et puis, j'ai eu la possibilité de partir en Transylvanie. Au départ, je m'étais trouvé une copine. Ouais. Et puis, j'ai commencé à chercher du boulot là-bas. Donc, à un moment donné, j'étais dans un groupe où j'étais en formation en Tunisie. Puis, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop le bordel. Et donc, je me suis associé avec un ingénieur en informatique roumain. Et j'ai lancé en 2002 une société de création de sites web ou d'applications web sur mesure, notamment pour les pays francophones. Mais ce qui Ok. est intéressant, c'est qu'en fait, quand moi je suis parti, la France marchait bien. Et ce qui Ouais. m'intéressait à l'Est, on va dire, d'une manière générale, c'était les potentialités de croissance et puis aussi une qualité de rapport humain qu'on n'avait plus déjà tellement chez nous. Il y avait vraiment des rapports humains qui étaient super avec les gens de l'Est et avec les Roumains sont vraiment très très sympas par rapport à ça, très liants, c'est vraiment agréable. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai fait le bon choix et en même temps, je suis probablement pas allé assez loin. Mais je pense que j'ai quand même gagné une génération par rapport à si j'étais rentré en France et c'est pas négligeable. Mais comme j'ai des enfants, je continue à regarder à l'Est, mais ça, on en parlera à la fin. Ouais. Est-ce que j'ai bien entendu la date de 2002, la Oui, création de la boîte? oui, Ouais. Donc 2002. c'était il y a 22 ans. Voilà. En fait, j'avais rencontré une copine roumaine l'année d'avant. Ouais. Donc, on s'est vu plusieurs fois. Et puis, l'idée, c'était vraiment de m'installer là-bas. Donc, comme la boîte où j'étais, en plus, c'était un groupe, ils avaient été rachetés et tout, j'ai donné ma démission. Et puis, quelques mois après, je me suis installé. Et donc, avec mon associé romain, au début, il ne me prenait pas trop au sérieux. Puis, ben, finalement, on a monté un site internet, on a créé une boîte. Et puis, on a démarré avec un premier client. Et au début, je faisais un peu de sourcing parce que la Roumanie était très compétitive en termes de prix. En Mhm. 2003-2004, j'avais du temps parce qu'on n'avait qu'un seul client sur l'informatique, donc ça ne m'occupait pas plein de temps et moi j'ai besoin de tout le temps être occupé. D'accord. Et on a fait la mécanique, l'export, du fer forgé, des maisons de bois. Mais en quelques années, c'est impressionnant. On a vu la Chine qui arrivait très très fort et comme il y avait de l'inflation en Roumanie, en quelques années, il y a plein de petites boîtes en Roumanie qui n'ont pas pu tenir et qui ont été balayées par la crise de 2008. Donc, je me suis Ouais. vraiment axé sur l'informatique parce que c'est intéressant de bosser avec des profils quand même d'un bon niveau. Hein, c'est sympa. Donc en fait, tu Et es un puis, entrepreneur, on va dire, polyvalent, multi-business. je suis un gestionnaire en fait, à la base, si tu veux. Donc, je suis associé à un ingénieur qui est à la fois un local, donc il gère l'essentiel des relations avec les locaux, et puis il gère la partie technique. Et moi, je m'occupe de tout le reste, la gestion, le marketing, le référencement Internet, qui est à mon avis plus Mhm. sémantique que vraiment technique. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est le juridique, les autorisations, les machins, les bidules. Ouais, donc tu dois avoir un bon niveau de roumain, du coup.
Alors, oui, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que ma première copine roumaine parlait bien le roumain Ouais, et le français et donc d'accord. j'ai fait des progrès qui étaient pas démentiels. Alors j'ai quand même progressé parce que j'avais réappris l'allemand quand j'étais parti en Allemagne. J'étais parti un peu bosser en Ouais, ouais. Allemagne avant mon service militaire, comme je savais Hein. que j'avais mon service militaire. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les actualités. C'est très bateau, mais en fait, pour apprendre une langue, tu regardes les actualités, tu as toujours la même personne, enfin, tu as toujours une Mmh. seule personne qui parle à la fois, tu as des images, tu es aussi un peu au courant de ce qui se passe par ailleurs. Donc, vraiment, ça t'aide à faire des progrès, puis après, tu lis. Mais c'est vrai que si tu es en couple avec une personne qui te parle dans ta langue, tu progresses beaucoup moins. Et après, bon, au bout d'un an ou deux, on s'est séparés et j'ai eu une copine qui parlait beaucoup moins bien le français. Et là, j'ai fait des gros progrès en commun. Bah, Mais il et faut dire que c'est inversement, rare. j'allais te dire, ouais, Ouais, inversement, par exemple, si tu te mets en couple avec une personne et que tu parles la langue de cette personne au quotidien, tu fais des progrès de fou. c'est ça, c'est ça. C'est Tu ce es qui s'est obligé, arrivé. en fait. Tu es Ouais. obligé pour aborder les choses de la vie courante. Et puis, finalement, après, tu vis dans la langue. Moi, c'est un peu comme le russe, hein, Tu plonges dans la voilà, langue. en dehors de la langue que j'utilise avec ma femme quotidiennement, bah, je suis immergé dans l'immersion de cette langue parce que bah, elle Mhm. écoute que du russe, etc. Donc, je l'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, toi, avec le roumain, ça doit être pareil. Mais c'est Oui, vrai que c'est autant intéressant que ce que tu romain. dis. Ouais. En fait, le truc, même si tu parles pas très bien une langue, à partir du moment où tu commences à penser dans cette langue, quelque part, c'est gagné. Bah, une fois que tu rêves dans cette langue, là, tu sais que tu as Ouais, atteint un bon niveau. ouais. C'est comme ça Alors en après, général, on dit, ouais. on dit qu'on apprend une langue sur l'oreiller, mais c'est un petit peu différent. C'est un Ouais, petit bah, peu bête. il y a du vrai, il y a du vrai parce que, voilà, sur l'oreiller, forcément, il y a des émotions. Les émotions t'aident à retenir une langue, en fait. Les émotions, Mhm. le fait de faire des liens avec la langue soit des émotions, soit des expériences, bah, ça t'aide à assimiler la langue, voilà, pour rentrer un petit peu dans le charabia de polyglotte. Mais c'est vrai que l'expatriation, enfin, tu vois, le choix de pays, par exemple, pour toi, c'est la Roumanie. La Roumanie, c'est fait d'abord pour une femme, du coup. Oui, bah, en fait, il y avait des précédents. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la chute du mur de Berlin, c'était vraiment une zone qui m'attirait. J'avais envie de partir à l'est, mais bon, j'étais pas fixé sur le pays. J'avais fait un peu de russe pendant mes études, mais je me suis retrouvé sur une voie de garage, donc j'ai pas continué. Et il Ouais. se trouve que, en fait, moi, j'étais dans une filiale de Renault. Il y avait même un projet Dacia dont mon chef s'occupait, mais en fait, on m'a fait comprendre qu'à cette époque, on envoyait les mecs de 50 ans qui avaient fait l'Afrique. Mhm. Donc, il n'était pas question d'envoyer des petits jeunes comme moi. Donc, on m'a fait comprendre que si je voulais y aller, il fallait que j'y aille par moi-même. Et donc, c'est D'ailleurs, on quelque parle part de parce que petits j'ai jeunes. c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, il y avait une copine qui avait un congrès à Bucarest. Elle n'osait pas y aller toute seule. Elle m'a dit, bah, tiens, viens avec moi. Finalement, elle a tout annulé. J'y suis allé tout seul et puis je me suis trouvé une copine. De toute façon, en général, c'est ça, hein. C'est soit tu vas dans un pays et tu finis par te marier ou te mettre en couple avec une locale, soit tu trouves une femme d'une certaine nationalité par hasard ailleurs et tu finis par aller dans son pays, quoi. En général, moi, j'estime que pays et femmes, en général, sont très, très liés si tu arrives célibataire, Mhm. quoi. Alors, C'est soit la femme qui te fait venir dans le pays, soit le pays qui te fait te rapprocher de la femme, quoi. Tu vois, c'est souvent comme ça. Et d'ailleurs, alors, tu as dit le. Oui, juste dis-moi. une parenthèse, ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que ma boîte ne voulait pas m'envoyer parce qu'un des big boss disait c'est irresponsable d'envoyer des jeunes dans ces pays-là parce que 6 mois après, ils seront mariés. Enfin, ils voyaient ça un peu comme l'Afrique. Et en fait, je me suis marié 8 ou 9 ans après. Donc, c'était complètement faux. Ça ne peut Ouais. pas dire que j'ai pas eu des relations, mais entre avoir des relations et se marier, même en Roumanie, voilà, on Ouais. te passe pas la bague au Après, doigt avant tout la de suite, hein. Roumanie de 2002, est-ce que c'était pas l'Afrique, finalement? Euh, En termes, non, disons que, parce qu'en plus, j'avais fait une formation en Afrique du Nord au départ, et Ouais. c'était assez amusant d'ailleurs. Ma copine romaine était venue me voir, j'étais en Tunisie, et Ouais. comme je bossais pendant la journée, elle était allée sur la plage, et puis il y avait un jeune Tunisien qui avait essayé de la draguer, il avait vu une Européenne, il se dit c'est bon, là je vais avoir le visa. Et elle lui a dit, mais tu sais, Mm. mon pays, la Roumanie, c'est aussi pauvre que chez toi, donc tu gagneras rien au change. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas de grosse différence, pas forcément par rapport à l'Afrique noire, mais par rapport à l'Afrique du Nord, on devait être à peu près sur le même niveau de vie. Mais maintenant, je pense que ça a beaucoup divergé. Parce que moi, j'ai connu la Roumanie en 2000. À partir de 2013, j'y suis allé plusieurs fois, plusieurs années, jusqu'en 2016, je crois, ouais. Sur une période de 3 ans, et j'ai été plusieurs fois pour des affaires. On va reparler de la Roumanie, mais il y a plein de choses que j'aime bien aussi là-bas dans ce pays. Et
La Roumanie qu'on me raconte maintenant, j'ai pas été en Roumanie Mhm. récemment, c'est pas la Roumanie de 2013, quoi. Par exemple, pour moi, la Roumanie, en 2013, c'était un pays pas cher. Ouais, c'était pas cher. L'immobilier à Brasov, pour 50 000 balles, tu avais un bon Ouais. appartement dans du neuf, tu mangeais pour rien. Alors qu'aujourd'hui, apparemment, d'après les retours que j'ai, peut-être que je me trompe, tu me diras, Oui, oui, tout à c'est fait, toi tout le à fait. spécialiste, on se rapproche des prix de la France, quoi, Ça a apparemment. complètement changé. En fait, si tu veux, tu es arrivé à la fin de la période creuse. C'est-à-dire qu'en France, quand ça va bien, tu vas faire 2% de croissance et quand ça va pas bien, grosse récession, c'est -1. Mm. La Roumanie, si tu veux, ils ont su en 2004 qu'ils allaient rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, ils y sont rentrés en 2007. Donc, tu as eu toute une période d'euphorie jusqu'à la crise de 2008. D'ailleurs, comme les Russes, comme beaucoup, ils pensaient qu'ils allaient passer au travers au début. C'était assez pathétique parce qu'après, ils sont pris de plein fouet. Et pour te donner une idée, en 2008, ils ont fait presque 9% de croissance Mhm. en 2008 et en 2009, ils ont fait presque moins 9%. T'imagines le choc? Ah ouais. Donc, en fait, parce qu'ils étaient beaucoup endettés, notamment au niveau de l'immobilier, ils avaient pris des emprunts suisses parce que les taux étaient moins chers, enfin, tout un tas de conneries. Et, et jusqu'en 2012, ils ont été au fond du trou. L'immobilier avait perdu presque la moitié de la valeur, donc ça a vraiment été la grosse purge. 2013, ça commençait à repartir. Et après, c'est reparti de façon assez forte. Et c'est vrai que notamment dans les grandes villes, tu as, tu as des prix qui, par bien des côtés, sont comparables. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'alignent sur l'Union européenne, je pense, sur les normes, sur tout un tas de choses. Et du coup, ben, au niveau des prix, ça s'y connaît. En Mm. plus, il y a tout un tas de trucs. Par exemple, un truc que j'ai constaté personnellement dans les grandes villes. Avant, on allait régulièrement dans un resto. Donc, en Transylvanie, il y avait des pizzas au Ouais. cèpe super bonnes. Ouais. C'était 6 euros la pizza. Et un jour, on s'est pointé. C'était passé du jour au lendemain à 8,5 euros. Mhm. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que c'est parce qu'en fait, ils étaient passés sur un système de macrotage de livraison gratuite. Et les mecs qui te font la livraison gratuite, c'est des grands groupes, hein, mais à condition que tu vendes aussi cher chez toi au restaurant. Donc Mm. d'un coup, les prix ont pris 30% avec une bidouille comme ça. Ouais. Tu vois, tu rentres dans une sorte de globalisation et comme quelque part les gens sont, de plus en plus sont habitués à commander, etc., tu ne peux plus te permettre de ne pas y être. Donc en fait, toi, en tant que restaurateur, tu ne vas rien gagner de plus, mais tes clients vont payer 30% de plus. Enfin, si tu vas gagner plus, mais si tu veux, ce n'est pas toi qui as décidé que tu allais augmenter les prix. Et du coup, tu ne gagnes pas forcément plus parce que nous, ce resto, avant, on y allait toutes les semaines. Maintenant, on y va une fois par an. Oui, parce que le pouvoir d'achat, il a globalement resté le même, mais par contre, les prix ont augmenté, donc tu vas moins souvent au resto. Donc au Voilà, global, donc il a moins de clients. ouais, Il a une plus grosse marge avec moins de clients, donc il n'a rien gagné. Hum, Enfin bon, ouais, je vois ce que donc tu veux dire. Mais d'ailleurs, tu parlais, t'as balancé l'expression petit jeune, ne pas envoyer un petit jeune irresponsable qui voulait pas ouais, envoyer un petit jeune en Roumanie. Mais toi, parce que là, on parle quand même de 2002. Moi, par exemple, en ouais, 2002, j'étais ouais. pas, en 2002, j'étais encore sur un scooter, quoi. C'était juste avant d'avoir mon permis, tu vois. Ouais, Donc, ouais. toi, du coup, t'es pas un petit jeune, du coup. Non, j'ai 51 ans. Je ne Voilà. suis Donc, pas voilà. non plus. Voilà. Ouais. On a quand même quelques années, des années de plus que moi, quoi. Mhm. Ok, ok, c'est très intéressant. Et donc, du coup, tu arrives en Roumanie. Comment se passe ton début en Roumanie, tes premières impressions? Là, en 2002, tu arrives. Quelles sont tes premières impressions, émotions, tes premiers plans? Comment ça se passe? Bah, l'impression, c'est qu'il y avait tout à faire. Au Ouais. niveau économique, en plus, l'économie marchait pas trop bien. Enfin, il n'y avait aucune perspective d'entrer dans l'UE, d'entrer dans l'OTAN. Enfin, c'était vraiment le flou. Ouais. Et puis surtout, le gros avantage pour moi, parce qu'en fait, vulgairement, j'arrivais avec ma bite et mon couteau. Donc Mhm. j'avais fait des économies, j'avais bossé 3 ans et demi en France, j'avais quelques économies, c'était pas considérable non plus, mais ça m'a permis pendant un an de vivre, d'aller en France plusieurs fois pour essayer de trouver des clients, de payer un site internet. En fait, ça m'a permis de payer un démarrage, ce qui aujourd'hui serait complètement inenvisageable. D'accord. On n'est plus du tout dans les mêmes gammes de prix. Mais à l'époque, c'était possible. Ouais. Avec un petit budget, c'était faisable. Bon, en vivant un peu à la locale, donc je vivais chez ma copine, puis après on a pris un appartement pour l'entreprise. Il y avait une petite pièce où je dormais la nuit, et puis après c'était mon bureau. Donc ça, c'était des choses que, d'ailleurs, les Roumains le conçoivent assez bien. Pour te donner un exemple, après, quand ça a commencé à décoller, ma copine voulait pas trop dépenser parce qu'elle se sentait gênée par rapport à moi, et donc on a habité dans une colocation. On est dans un appartement de 4, ils appellent ça 4 pièces, on ne compte pas après la cuisine, les salles de bain, etc. Un appartement de 4 pièces, on était 8, on était 4 couples.
Je peux te dire qu'au bout d'après 1 an et demi, on s'est séparés parce que l'ambiance c'est pas sain si tu veux. Mais si tu veux, comme ils étaient pauvres, bah, c'était un truc hyper courant. Les étudiants, ils étaient à je sais pas combien par appartement pour arriver à payer. Mhm. D'accord. Donc ça commence comme ça, la Roumanie pour toi. Oui, avec un associé. Alors, la grosse difficulté pour eux, ça a été de donner la démission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis arrivé avec un premier client qui nous prenait 6 personnes, Mhm. il a fallu donner la démission. Et c'est un pays où il n'y a pas de, où il y a toujours très peu de filet social. C'était un vrai défi. Et finalement, ils se sont décidés, mais ça n'a pas été facile, hein. Ouais. Et puis après, on est parti. De toute façon, mon associé, c'est clair que quand il m'a rejoint, il avait tout de suite un bien meilleur salaire. Enfin, pour lui, c'était bien. Et puis, si tu veux, il avait plus son chef. Il était son propre chef dans son domaine. Donc, c'était beaucoup mieux. Mais au terme de mentalité, ça n'a pas été facile. Et même avant que la société démarre, quand j'allais en France, au bout de quelques semaines, mon associé, il me répondait plus trop. Bon, il avait encore son job, il n'avait pas les chansons de son job, mais si j'étais pas, enfin, il faut, en Roumanie, il faut être pas loin, quoi. Il faut regarder, il faut surveiller les délais, il faut pas laisser les choses couler et s'imaginer que les choses vont se faire toutes seules tout Ouais, le temps. comme en Russie, quoi. En Russie, il faut Voilà, toujours surveiller, micromanager, être derrière exactement. tout le monde, tout Voilà. vérifier, sinon rapidement ça devient olé olé, quoi. Et encore plus maintenant avec le télétravail et les habitudes que les gens ont pris pendant la période de Covid, hein. C'est très difficile pour mon associé parce il doit faire beaucoup de micromanagement et il a plus trop le temps de faire certains trucs qui feraient partie aussi de ses attributions à cause de ça. Mhm. Et avoir une société comme en Roumanie, euh, c'est fiable dans le sens où est-ce que tu peux faire, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est vraiment, tu peux faire confiance aux lois, est-ce que tu te sens quand même protégé en tant que gérant de société, est-ce que tu peux pas te faire racketter ou avoir un fisc malveillant, tu vois, des choses comme ça, des Ouais. choses qui font que dans un environnement, on va dire pas très sécure pour les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a ça en Roumanie ou est-ce que aujourd'hui c'est tout à fait sécure pour quelqu'un qui va entreprendre en Roumanie et puis il sait que un bien lui appartient, que cette entreprise lui appartient, enfin tu vois. Euh, À- je dirais à 95%, c'est bon. ouais, Tu peux toujours avoir des petits aléas si tu es peut-être dans le collimateur de quelqu'un d'important. Moi, le gros avantage que j'ai eu, c'est que je travaille pour l'export. Donc déjà, on ne fait pas d'ombre ouais, à des gens qui travaillent en local, ou on travaille très peu localement. Ensuite, il faut savoir que la Roumanie est un pays sûr. C'est un pays où il n'y a pas de mafia violente comme tu vois souvent en Bulgarie ou en Ukraine, des règlements de compte, les mecs qui se tirent dessus. mhm, En Roumanie, c'est rarissime. d'accord. Alors parfois, tu as des tziganes qui se battent entre eux parce qu'ils ont un peu trop bu, mais en général, c'est entre eux. Enfin, Non, c'est un pays où tu te sens en sécurité 100 fois plus. Moi, je considère que je me suis échappé de Paris, si tu veux. Et encore Ouais, à l'époque, en donc, au niveau 2002, ça sécurité, marchait encore. sans parler d'entrepreneuriat, mais je veux dire sécurité à la ville, te promener. Alors moi j'ai eu vérifier parce que j'ai été en Roumanie plusieurs fois, mais Ouais. tu confirmes que voilà, tu te balades dans les rues de Brasov, de Ah ouais, ouais, Cluj-Napoca, de c'est Sibiu, super sécure, c'est de super sécure. Constanța, il y a pas de problème de sécurité quoi. Constanța, je sais pas. Moi, je connais plus la Transylvanie. Il y a D'accord. parfois des gens qui disent Constanța, c'est un autre pays. En fait, historiquement, la Roumanie vient de 3 entités différentes. Il y avait la Valachie au sud, qui était plutôt sous dépendance turco-grecque, c'est-à-dire Ouais. les sultans, ils nommaient un prince grec pour essayer de pomper un maximum de fric. Donc les Grecs, ils s'en mettaient aussi au passage parce que c'était leur pourcentage. Il y a à l'est, tu avais la Moldavie qui est peut-être un peu plus culturellement sous influence russe, même s'ils n'ont pas dépendu directement des Russes, mais c'est plus un peu slave. Ouais. Et au nord, là où je suis en fait, au nord-ouest, la Transylvanie, qui jusqu'au début du XXe siècle, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Mmh. D'accord. Tu as une grosse minorité hongroise. La langue Ils hongroise sont aussi. plus occidentaux, c'est plus occidental. Pardon? D'accord. La langue hongroise aussi qui est conservée, il me semble, dans cette partie de la Roumanie. Oui, oui, oui. Ben, oui, la ville où je suis, si tu veux, ce qu'on m'avait dit, c'est que les Hongrois représentent 30% des étudiants. Donc c'est assez considérable. Bon. C'est, alors je pense que ça a aussi été un petit avantage pour le pays, c'est-à-dire que les Hongrois avaient des avantages, enfin, avaient des liens familiaux souvent en Hongrie. Et comme la Hongrie a démarré économiquement beaucoup plus dans les années 80, quand il y a eu un peu de liberté d'entreprise, les Hongrois avaient déjà des idées, des machins, un peu d'argent. Donc je pense que ça a aidé un peu la Transylvanie à décoller un peu plus que le reste du pays.
Mais il n'y a pas de problème, si tu veux, c'est pas comme en Ukraine avec des problèmes de minorité. Les Hongrois, ils ont leur propre parti, ils ont leurs propres écoles souvent. Donc bon, évidemment, il y en a qui disent qu'ils devraient avoir plus de droits, mais globalement, on ne peut pas dire, à mon avis, qu'ils soient du tout maltraités. Ça se passe bien. Mhm. Donc c'est assez Ok. paisible. C'était pas acquis. Après la révolution roumaine à Târgu Mureș, il y a eu des affrontements ethniques. C'était un peu le flou, si tu veux, on ne savait pas qui faisait quoi, mais très rapidement, ça s'est rentré dans l'ordre et maintenant, il n'y a plus. Bon, il y a toujours parfois des rivalités entre les villages, les machins, et des histoires de Ouais. femmes, machin, mais globalement, la Roumanie est très, très paisible. Et pour revenir sur ta question de l'entreprise, globalement, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, les tribunaux sont lents, mais tu ne te sens pas au niveau insécurité. Pour le fisc, je peux te raconter une anecdote du sud du pays, pour que tu vois un peu comment ça marche. Mhm. Mais c'était il y a longtemps, c'était au début. J'avais un copain français qui était à Craiova, là, c'est vraiment le sud du pays. Il paraît que c'est là où les Romains avaient déporté leurs brigands il y a 2000 ans, ou pas tout à fait 2000 ans. Et le gars, il était sérigraphe et il était dans une école parce que l'école n'avait pas d'argent, donc ils avaient sous-loué l'aile d'une école et il y avait une trentaine d'entreprises. Et il me disait, on a été contrôlés toutes les semaines parce que c'était fastoche, si tu veux. Alors un coup, c'était les pompiers, les machins, les trucs. Et il a déménagé son entreprise à la campagne, même département, hein, mais à 30 km à la campagne, il n'a plus jamais été contrôlé. Mhm. Donc, tu vois, tu n'as pas, si tu veux, la logique française de dire on va tirer au sort quelle entreprise. Non, il y a un côté un petit peu oriental, un petit peu aléatoire. Mais nous, on a été contrôlés plusieurs fois. Et bon, c'est fait sérieusement, si tu veux, chez nous. Et ils n'ont jamais trouvé que des broutilles. Donc, du coup, on n'a pas été. En 20 ans, on a dû être contrôlés 2 ou 3 fois. Ouais. Et tu D'accord. sens pas. Bon, une fois, ils sont venus, et puis ils venaient de notre ville, et puis bon, on a senti qu'ils apprécieraient si on leur payait, on leur offrait la pizza du midi, donc on a commandé des pizzas. Mais tu vois, ça reste cool. Je veux Ah, il y dire, a même globalement, l'administration fonctionne bien, quoi, elle est fiable. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, en Transylvanie, avec des petites différences, c'est-à-dire qu'en fonction du management, par exemple, le registre du commerce, c'est excellent. Les gens t'aident, c'est vraiment, c'est super pro. Après, le fisc, c'est le gros machin, tu sais pas toujours trop où aller, mais même au fisc, les gens sont quand même assez serviables. Le truc, c'est qu'il faut parler la langue, c'est mieux de parler la langue Bien sûr. Ouais. plutôt que de passer par des intermédiaires, etc. Mais en Roumanie, ça reste faisable. Si tu te débrouilles dans la langue, c'est bien. D'ailleurs, la langue, ça se fait bien, j'imagine, hein. C'est une langue romane, Mais, donc assez oui, proche de l'italien. oui et non. Enfin, les Italiens ont des problèmes parce qu'il y a des sonorités slaves, mais on va dire qu'il y a une grosse moitié qui est originaire du latin. Tu as une partie conséquente du vocabulaire qui vient du français, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, ils ont relatinisé leur langue et ils ont toujours beaucoup regardé sur la France, vers la France. C'est une raison pour laquelle je suis venu d'ailleurs ici, parce que il y a le côté francophile et francophone. Ouais. Francophone, on apprenait beaucoup le français, maintenant un peu moins, mais il y a encore des instituts français dans les grandes villes. Enfin, tu as vraiment des liens forts. Comment tu dis oui en roumain? En roumain? Alors, c'est da, tu vois. Ouais, comme en russe. Da. Et comment tu dis grand-mère? Attends, non, mais le nom, c'est nous. Donc, si tu veux, en gros, le roumain, c'est une grosse moitié de mots latins et une Ouais. petite moitié de mots slaves, Ouais. puisqu'ils sont entourés de slaves à parler hongrois. Il y a les Bulgares, les Serbes et les Ukrainiens. Il semble ils disent babushka pour. Le Bunica, non, c'est Bunica, la grand-mère. Alors, bien d'accord. Bunica. Mais bon, ça ressemble un peu. Mais tu as plein de mots qui se ressemblent. Et souvent, il y a la polysémie, c'est-à-dire que souvent, tu vas avoir 2 mots pour dire la même chose, avec un mot plutôt latin et un mot plutôt slave. D'accord. Par exemple, l'amour, c'est yubir, Mhm. mais on dit aussi amor. Donc, tu vois, tu as. Ouais, ça ressemble un petit peu ouais, Lubov. Ouais. Hein, donc et d'ailleurs, ceux qui veulent le côté bilingue, russe et roumain, il faut qu'ils aillent en République de Moldavie, parce que là, les gens sont pratiquement tous bilingues, comme ils ont fait partie de l'URSS. Essentiellement, ce sont des Roumains, mais qui ont été annexés au 19e siècle par l'Empire russe. Pendant l'entre-deux-guerres, ils se sont retrouvés roumains à nouveau, et après, quand les soviétiques sont arrivés, ils sont redevenus soviétiques. Et là, depuis 91, ils sont indépendants. Donc, il y a les deux. Donc, si quelqu'un, à la limite, parle roumain et va apprendre le russe, c'est intéressant d'aller, notamment dans le nord de la République de Moldavie, où il y a beaucoup de. Enfin, c'est beaucoup d'Ukrainiens, mais je pense qu'ils parlent russe aussi. Enfin, c'est des langues qui sont très Oui, de toute proches. façon, l'ukrainien et le russe sont des langues assez proches, hein, très Ouais. proches. Ok. Et ils sont fiers de leur indépendance de Ceausescu ou pas? Attends, c'est pas une indépendance, c'est compliqué, ça dépend des générations. C'est-à-dire que tu as des vieux qui regrettent Ouais. parce que ils avaient un job.
Puis Ceausescu a vraiment essayé de développer le pays, il a vraiment essayé d'urbaniser. Alors c'est affreux, hein, c'est des blocs de béton, mais pour des gens qui venaient de la campagne, c'était un vrai progrès. Et ils ont appris. Bucarest, c'est quand même laid. Hein. Non, on veut dire, faut dire ce Ah qui oui, est. bon, C'est laid. il y a eu un côté sismique aussi, c'est-à-dire que comme c'est une zone sismique, tu as une grande partie du vieux Bucarest qui s'est cassé la figure, je crois, c'est en 77, et Ceausescu en a rajouté aussi Ouais. dans ses délires mégalomaniaques. Par contre, Mais à contrario, j'ai trouvé Brasov magnifique. J'adore Brasov. le C'est centre, vraiment. Ouais, c'est ouais. ce que tu dis toujours, c'est-à-dire que les centres sont beaux, Sibiu aussi, c'était pas mal. Il y a une autre ouais, ville que j'avais bien aimée, merde, plus au nord. mais c'est des villes allemandes en fait. À l'origine, Sibiu, c'est Pas Hermannstadt, Cluj-Napoca, c'est. Attends, ce sont souvent, tu sais, c'est un peu comme en regardez sur Russie. Internet, tiens. Il y a des communautés allemandes qui sont venues. Un autre nom de la Transylvanie, c'est Siebenbürgen, les sept Ah ouais, cités. ça, c'est vraiment un nom. Donc, pas toutes les villes, mais une bonne partie des villes. Targumurest, ouais, Targumurest. Tirgumorech, oui. Alors, Tirgumorech, c'est plus hongrois. On va dire que c'est la grande ville. Bon, on va dire, je ne sais pas exactement, ça va être 50-50, 50% de Hongrois, 50% de Roumains. Et donc là-bas, je pense que quasiment tout le monde est bilingue. Donc, Tirgumorech, c'est beau, mais c'est plus hongrois. Alors après, à une époque, quand les Hongrois étaient dominants, ils ont un peu magarisé les Allemands, ils ont essayé de magariser. Alors les Juifs aussi, ils ont essayé de magariser plein de monde parce qu'en fait, les Hongrois n'étaient pas très nombreux. Et quand il y a eu le partage de l'Autriche-Hongrie, je crois que c'est en 67, ils se sont retrouvés avec une grande zone. Donc ils ont fait un deal avec les Juifs. Bon, écoutez, vous êtes Magyars, mais vous allez parler magyar, vous êtes Magyars. Enfin, ils ont essayé de magariser un maximum, et y compris d'ailleurs les Roumains. Et les Roumains l'ont très mal vécu, notamment dans les régions montagneuses. Ça n'a pas été facile, si tu veux. Mm. Donc voilà. Donc là, la roue a un peu tourné. De toute façon, sont largement majoritaires et qui sont dominants. Mais il y a quand même. Enfin, à mon avis, les Hongrois sont pas malheureux non plus. Ah, Et je donc, t'entends très mal maintenant, Nicolas. ah, oui, c'est la connexion. Tu m'entends mieux? Ouais, attends. Ouais, c'est comme si t'avais disparu en fait. Je t'entends de très loin. Là, ça va mieux. Attends. Là, ça va mieux? Un peu mieux, mais quand même beaucoup moins fort qu'avant. Là, c'est bien? Là, c'est mieux, c'est mieux. Pas aussi bien qu'avant, mais c'est mieux. Ouais, Et là, c'est bon? pareil. Je sais pas. Attends, je me rapproche du micro. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Ah bah là, je sais pas, c'est revenu là. Le son est revenu, j'ai l'impression. Bon, Ouais, c'est bon j'ai là. touché un peu le micro. Bon, ça devait être un Voilà, bah, hasard. c'est bon. Là, par contre, là, t'es revenu, sans problème. Ok, désolé, mais tu couperas éventuellement. Bon, y a pas de souci. Ça arrive, c'est des aléas. On reprend de façon un peu systématique les avantages et les inconvénients? Ouais, bah écoute, de toute façon, ça fait maintenant depuis 2002, donc ça fait 22 ans que tu es sur place. Si ça Ouais. fait 22 ans que tu es sur place, c'est qu'il y a forcément des raisons. Donc, bah écoute, parle-nous un petit peu des avantages d'abord. Qu'est-ce qui t'a fait rester en Roumanie si longtemps? Euh, alors, là, je te fais une liste globale et puis je rentrerai un Ouais. peu dans les détails. Le premier pays, là, je suis tombé, là, c'était il y a un an et demi d'ailleurs, sur une Ukrainienne réfugiée. Elle avait ses enfants dans la même école que les miens et elle m'a dit bah, je pensais transiter à Cluj. Et puis finalement, je pense que je vais rester parce que je suis impressionné par le niveau de langue et notamment le niveau d'anglais des gens. Mhm. Pour te situer un peu, bon, elle parlait bien anglais, elle avait un certain niveau. Euh, donc c'est vrai que c'est des choses que les gens ne savent pas forcément avant de venir et qui les impressionnent. C'est vrai que les Roumains sont très polyglottes, beaucoup plus à mon avis que ce que j'entends sur les Bulgares, les Ukrainiens, enfin les Slaves d'une manière générale. Mhm. C'est un gros avantage. Ils ont des films qui sont qui sont pas sous-titrés, qui sont sous-titrés. Il n'y a pas de doublage ou très peu, et tout le monde m'explique que ça a les avantages parce qu'ils ont l'habitude d'entendre les langues et Ouais, un de peu comme aux Pays-Bas, quoi. Aux Pays-Bas, la télé est américaine, sauf les trucs typiquement hollandais, et c'est sous-titré, quoi. C'est tout. Donc pour l'anglais, ça leur donne un coup de boost. Et puis de toute manière, je pense que comme ils sortent pas mal de la pauvreté, ils ont vite compris, en tout cas les jeunes, que s'ils voulaient s'en sortir, il fallait qu'il y ait des liens avec l'extérieur. Ouais. Donc ça marche bien. Ensuite, ce qui est sympa, bon, c'est pas pour ça que je suis venu, mais c'est ce qu'apprécient les gens quand ils viennent, c'est la libre circulation. C'est-à-dire que je crois, depuis 2004-2005, tu rentres avec une simple carte d'identité. Tu n'as même pas besoin de passeport. D'accord. Et le pays devrait bientôt rejoindre Schengen parce que ben, je crois que c'est pas 1er fini. mars, je crois. Ils ont donné leur gisement gazier à OMV, l'Autrichien, donc l'Autriche, bizarrement, ne fait plus blocage pour Schengen. Comme quoi, parfois, les choses peuvent être un peu simples.
L'argent, hein. L'argent, ça suffit tout. Hein. Voilà. Ensuite, bon, c'est vrai, moi, je suis venu aussi parce que les gens étaient très francophones et pour mon entreprise, c'est pratique parce que nous, on travaille essentiellement avec la France. Donc, pour les sites web et les applications web, on travaille essentiellement sur les cahiers des charges en français. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les clients. Ils peuvent s'exprimer dans leur langue. On peut interagir avec eux en français. Donc, pour moi, c'est bien. Le côté à la fois francophone et puis francophile. Parce que même historiquement, la France et la Roumanie ont été souvent alliés. C'est grâce largement à la France et à Clémenceau que la Grande Roumanie a pu se créer à la fin de la Première Guerre mondiale, qu'ils ont pu récupérer la Transylvanie. Donc, et puis, depuis le 19e siècle, il y avait beaucoup d'intellectuels roumains qui venaient en France. Enfin, c'était Brancusi, Brancouche, le disciple de je ne sais plus quel sculpteur, là. Il était roumain. Mais énormément de gens, hein, Eliade, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une intelligentsia roumaine qui a toujours été très proche de la France. Donc même aujourd'hui, les Français sont bien vus et les relations sont bonnes, on va dire, avec la France. Oui, alors il y a eu une certaine déception, c'est-à-dire que quand le pays s'est ouvert, la France les a un peu ignorés. Tu avais des intellectuels qui devaient demander des visas. La France, visiblement, n'a pas fait tout ce qu'elle aurait pu. Elle l'a fait au niveau des grandes entreprises avec la reprise de Dacia. Il y a eu quand même des choses, mais au niveau humain, je pense qu'il y aurait pu avoir plus de jumelage, il y aurait pu avoir plus de choses. Donc la France, je pense que la France a un petit peu laissé passer le train à l'époque où il y avait vraiment des opportunités. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu général. Je pense que la France, parfois, manque un peu d'ambition. Oui, et puis c'est un peu mou du genou, la France, un petit peu refermée sur soi-même, je trouve. Ouais. Alors ensuite, la langue, moi, ce qui m'a bien aidé, j'avais fait un peu de roumain avant de venir, mais c'est vrai que le fait que ça soit une langue latine, à la base, ça aide bien. Il y a quelques déclinaisons, il y a un peu de génitif, mais enfin, c'est quand même très, très, très light. Donc c'est vrai que ça aide bien. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même une bonne compatibilité entre les hommes français et les femmes roumaines. Ce que je n'ai pas forcément retrouvé dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'avais discuté avec une Française qui était expat à un moment donné chez Dacia et elle me disait au niveau des hommes, elle ne trouvait pas trop son bonheur. Ouais. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre les hommes français et les femmes roumaines, en général, ça donne des couples assez stables, ça se passe bien. Alors moi, je suis un peu rangé des voitures parce que je me suis marié en, je crois, 2009. Donc je suis un peu hors circuit sur les nouveautés, puis j'ai un certain âge. Mais c'est vrai que bon, globalement, le fit est quand même assez bon en général. Et globalement, les couples tiennent bien, quoi. Ouais, ce que je remarque. Ensuite, c'est une population qui est assez ouverte et assez accueillante. Bon, il ne faut pas lui marcher sur les pieds, évidemment, il faut respecter les gens, ils sont chez eux. Mais c'est sympa. Tu vois, là, récemment, je suis allé passer le contrôle technique, je suis tombé sur un vieux de la vieille qui connaissait 3 mots de français, il était tout content, français, il était content de sortir. Enfin, j'avais un problème sur les phares, il me les a réglés, enfin, ils ont été adorables. Donc, il y a toujours ce petit côté. Puis, les gens, surtout d'un certain âge, qui veulent te montrer qu'ils ont appris le français, même s'ils ont pratiquement tout oublié. Mais c'est sympa, en fait. Ils te sortent 3 mots et ça change un peu l'atmosphère. Voilà. Ensuite spécialement en Transylvanie, c'est des gens qui sont calmes et paisibles. Alors, tout le monde se moque d'eux, le reste de la Roumanie se moque d'eux en disant que c'est un peu les Suisses de l'Europe de l'Est, et les Hongrois de Hongrie se moquent pareil des Transylvains, c'est-à-dire qu'ils sont un peu lents, mais justement, ça a des bons côtés. Ils sont pas trop sanguins. Voilà. Alors après, un truc qu'il faut savoir quand même, moi j'apprécie bien, mais c'est la conduite. C'est-à-dire que la conduite, c'est un peu olé olé, c'est parfois un peu ambiance karting. Ouais, je me souviens, je louais des voitures, moi, en Roumanie. Et j'arrivais comment dire, merde, j'ai oublié le nom de la capitale. À Bucarest, j'allais dire Budapest. Bucarest, j'arrivais à Bucarest et je montais jusqu'à Cluj en bagnole, je me souviens. Et puis sur la route, c'était fun, quoi. Ouais. En fait, c'était sauvage, Surtout la nuit. Il faut rentrer dans l'ambiance. Moi, quand je vais en Autriche, il me faut à peu près un quart d'heure pour rentrer dans l'ambiance de la conduite autrichienne. Au bout d'un quart d'heure, je conduis comme les Autrichiens. Il faut juste rentrer. Mais c'est vrai que ça demande une concentration, ça demande des réflexes. Moi, j'aime bien la conduite à la bourrine. En Russie, en Extrême-Orient, tout le monde conduit comme des porcs. Tu es obligé de conduire comme ça, sinon tu ne te fais pas respecter la route.
Moi, ça me dérange pas, j'aime bien, mais c'est bien d'en parler parce que la plupart des gens ne sont pas comme toi et moi. La plupart des gens, bah, ils veulent une conduite cool. C'est des bons pères de famille tranquilles, tu vois. Alors, visiblement, j'ai un client là qui m'a dit ouais, vous conduisez. Enfin, visiblement, depuis que je suis parti de France, les habitudes ont pas mal changé parce que le formatage est massif. Et ça peut poser des problèmes, surtout pour les femmes qui ne sont Ouais. pas forcément préparées à ça, donc il faut le savoir. Moi, je connais quelqu'un qui a des phobies maintenant de conduite dans les grandes villes parce qu'elle a eu des épisodes où elle s'est fait peur, donc c'est un peu, Mhm. faut le savoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quelque part, enfin, ça te donne l'état d'esprit, la mentalité des gens. C'est-à-dire que leur façon de conduire, ça te donne un état d'esprit de gens qui sont assez libres, assez indépendants, Mhm. assez affranchis par rapport aux règles. Alors, ils ne font pas non plus complètement n'importe quoi, hein, mais c'est des gens qui ont de la distance par rapport aux règles. Et puis, tu n'as pas des radars partout comme en France où tu te fais choper pour 2 km/h et à la limite, c'est même plus dangereux parce que tu passes ton temps à te concentrer, tu ne sais jamais si tu as vu. Moi, quand je vais en France, maintenant, c'est fatigant. Je suis toujours en train de me demander si j'ai pas raté un panneau. Enfin bon. Donc là, non, tu n'as pas Parce des que les radars. routes sont bonnes en France, alors qu'en Roumanie, tu as quand même des nids de poules encore. Il faut que tu fasses gaffe à pas tout arracher. Donc ça progresse bien, ça progresse bien. Ah ouais. L'état des routes est bien. Bon, tu payes une taxe qui est modique pour utiliser les routes. Tu n'as pas de paiement sur les autoroutes. Donc les autoroutes ne sont pas plus payantes que le reste. Tu dois juste payer une petite taxe en rentrant dans le pays ou tous les ans pour utiliser le réseau routier globalement. Mm. Et puis les routes sont déneigées l'hiver. Bon, s'il y a une grosse chute de neige, parfois ils sont débordés. Mais à 98%, ça marche bien, c'est bien fait. Mais moi, je te parle de la Transylvanie, hein. Le sud du pays, c'est peut-être un peu différent. Mm. Donc, globalement, tu as un pays qui fonctionne, tu vois, tu as du courant 99% du temps. Bon, là, la semaine prochaine, on a reçu un petit billet en me disant, d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit. On l'a eu une première fois en me disant, de 9h du matin à 15h, on doit faire un truc, donc on va vous couper le courant. Donc, quand tu es une entreprise, tu Mm. es content. Ils nous ont fait le coup la semaine dernière, et puis finalement, ils sont revenus, ah ben non, finalement, c'est pas ce jour-là, c'est un autre jour. Et Mhm. donc, là, mercredi, alors il va falloir qu'on voit comment on va faire par rapport au serveur. Enfin, bon, c'est un peu chiant, mais c'est très rare. Donc, on Mhm. n'est pas au niveau de la France, mais on n'est pas loin. Les infrastructures, ça fonctionne. Si tu veux, moi, quand j'étais en formation à un moment donné en Tunisie, dans un groupe textile, il y avait la révolution à Madagascar. Et à Madagascar, pendant 3 semaines, ils avaient un atelier, ils n'ont pas eu de courant. Donc, on n'est pas sur les mêmes planètes, si tu veux. C'est Ouais, pas... ouais, Là, c'est on ça. est en Europe, c'est stable, ça fonctionne, c'est un pays qui tourne. Mhm. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais? Donc, oui, sur la conduite, bon, tu vas pas rouler à 50, mais tu vas rouler, bon, tu vas pas rouler au double de la vitesse non plus, mais tu as une certaine flexibilité, c'est appréciable. Et puis les flics t'embêtent pas, surtout si tu es respectueux, tu te fais arrêter par les flics, si tu fais pas le fanfaron, bon, ça se passe bien. Ouais, un peu comme en Russie. En Russie, ils sont pas trop chiants avec ta manière de conduire, en fait, si tu es respectueux, quoi. Ouais. Mm. Alors ensuite, bon, un truc qui est important, c'est quand même un pays orthodoxe, donc tu as quand même des valeurs saines. Alors l'Église orthodoxe est un peu en perte de vitesse, surtout dans le nord, tu as les évangélistes qui progressent D'accord. beaucoup. Mais globalement, c'est quand même, tu vois, ça va à peu près, quoi. Ensuite, ce que je te disais tout à l'heure, tu as vraiment une grande impression de sécurité par rapport à la France. Au niveau immigration, ils en sont au tout début, parce que c'est un pays pauvre. Ouais. Donc, bon, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y en a encore qui continuent à partir, même si c'est moins rapide parce que les salaires ont beaucoup monté. Ouais. Et donc, ils font venir des gens de pays très pauvres, des Vietnamiens, des Pakistanais, enfin, je ne sais pas exactement. J'ai Ah discuté avec oui. un site une fois sur le bord de la route, mais ils les font venir pour des contrats de 3 à 6 mois. En général, je pense qu'ils viennent célibataires et après, ils rentrent chez eux. Donc, on n'est pas encore dans une immigration de peuplement. D'accord. C'est un peu comme en France, si tu veux, avant les lois du regroupement familial de 75 avec Giscard, où les gens venaient, mais ils n'avaient pas forcément vocation à rester, ou pas Mhm. tous. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça se passe assez bien. On voit ces gens dans les magasins, ils sont assez discrets, respectueux. Mhm. C'est assez cool pour l'instant, parce qu'on est vraiment dans une immigration temporaire. Oui, et puis de travail, tu es là pour bosser, quoi. Pas Absolument. Ah oui, oui, pour oui, demander des aides. absolument. Ensuite, ce que je te disais, il n'y a pas de mafia violente. Moi, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Alors bon, il y a peut-être pas de temps en temps un fait divers comme en France, mais c'est vraiment bien. Euh, Pas de corruption évidente. Mhm. Euh,
tu peux te débrouiller. Moi, assez rapidement, j'ai tout fait au niveau du registre du commerce, de la banque, du fisc. Non, du fisc, non, c'est ma comptable qui s'en occupe. Tu sais, moi, je suis un adepte de la logique de Schindler. Si tu as un bon comptable dans le pays, tu as 80% de tes ennuis qui sont résolus d'emblée. Il faut un bon comptable. Il ne faut pas rentrer dans tous les détails locaux. Mais par contre, c'est bien de connaître la fiscalité parce que la fiscalité, ça change très souvent ici. Ça change, ça change, ça change. Et ça augmente globalement ou Ah oui, oui, oui. ouais. On va en parler dans les points négatifs. J'y rentrerai un peu plus, plus dans le détail. Mais c'était très intéressant jusqu'à il y a 2-3 ans pour les entrepreneurs. Et là, c'est en train de changer. C'est l'harmonisation européenne. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Ensuite, il y a beaucoup d'espace de liberté dans les campagnes. C'est-à-dire que tu as vraiment une dualité. Tu as les grandes villes dans lesquelles de plus en plus de gens se concentrent, qui sont de plus en plus dans la logique européenne, avec tout un tas de normes, de règles, de lois, de tout ce que tu veux. Donc, ils sont en train de récupérer à grande vitesse l'acquis communautaire. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les prix augmentent beaucoup. Je vais y revenir. Parce que tu transposes tout un tas de pesanteurs qui n'existaient pas. Et par contre, dans les campagnes, parce que l'État roumain, ça reste malgré tout un État faible, même si il est en train de devenir un peu mammouth. Ils ont recruté beaucoup de fonctionnaires et on se demande un peu pourquoi à l'époque de la digitalisation. Dans les campagnes, quand même, tu fais un peu ce que tu veux. Tu vois, il y a des mecs qui construisent des maisons et puis une fois qu'elle est construite, de temps en temps, tous les 10 ans, il y a un mec du cadastre qui passe. Moi, je caricature peut-être un peu, maintenant c'est peut-être un peu plus compliqué, mais tu rajoutes une aile à la maison, tu fais mansarder le truc. Tu ne demandes rien à personne, personne ne te demande rien. Et puis, un jour, il y a un mec du cadastre qui arrive et dit, tu sais, ça, c'était pas sur les plans. Ah ben oui, ok, je le rajoute. Et puis, l'année prochaine, vous paierez plus d'impôts locaux. Tu vois, ça se termine comme ça. Impôts locaux qui, d'ailleurs, un gros avantage, impôts locaux qui reste encore très faible. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un des gros avantages. Tu vois un peu le style. Mais ça, c'est les campagnes. Mais les campagnes se vident, on y reviendra. Et enfin, globalement, je pense qu'actuellement, le pays est quand même protégé, y compris financièrement, par rapport à sa position stratégique dans l'UE et dans l'OTAN. C'est-à-dire que si tu veux ravitailler le front de l'Est en Ukraine, qui est à l'Est, c'est plus facile de passer par la Roumanie. En plus, il y a le port de Constanța qui est pas loin, que de passer par la Pologne, parce que la Pologne est loin de l'Est. Donc, la Roumanie a beau avoir des déficits budgétaires, etc., beaucoup plus que, par exemple, la Roumanie a beaucoup plus de dettes que la Turquie, mais sa monnaie n'est pas du tout attaquée comme la monnaie turque, elle est très stable. Donc tu te dis quand même que dans ce genre de choses, les aspects géopolitiques comptent. C'est le lei qu'il y a là-bas, c'est ça? Le lei, c'est au pluriel, c'est le leu au singulier, lei au pluriel. D'accord, le leu. Tu vois, voilà, et tu vois, les Bulgares, ils ont les lev, leva, enfin tu vois. L'euro, c'est pour quand, tu sais, non? L'euro, pour jamais, j'espère. En fait, le problème des Roumains, tu vois, quand ils conduisent, c'est que c'est des gens qui n'anticipent pas. C'est-à-dire qu'ils sont très créatifs, mais eux, faire des plans 5 ans avant, c'est pas trop leur truc. Enfin, ils ont fait des plans quinquennaux. On retrouve des traits quand même très communs. Hein. C'est toujours dans le court terme. Oui, exactement. Et donc, si tu veux, pour rentrer dans l'euro, il faut respecter des critères plusieurs années à l'avance, machin bidule. Et en fait, ils sont jamais prêts. Mais c'est une bonne chose parce que, par exemple, quand il y a eu la crise de 2008-2009, ils ont pu dévaluer leur monnaie et ça a aidé le pays à repartir. Et là, s'il y a un souci, ils ont un excellent gouverneur de la Banque centrale. Bon, il est très libéral, mais c'est un mec qui est super compétent. D'ailleurs, quand il y a eu la crise asiatique et la crise russe, la Roumanie aussi était très mal. Et il s'est retrouvé propulsé Premier ministre et il a réussi à tenir le pays à bout de bras. Il a évité la faillite complète comme il y a eu en Bulgarie. En Bulgarie, ça a été vraiment la catastrophe. Ils ont été obligés de vendre tous les hôtels, ils ont tout bradé aux étrangers. En Roumanie, non, ils ont réussi à garder une partie de l'économie nationale. Ce qui n'a pas forcément toujours été une bonne chose, parce que les mecs qui ont gardé les hôtels, les machins sur le littoral, ils n'avaient pas forcément les moyens d'investir, ou ils n'ont pas voulu investir. Donc, du coup, forcément, maintenant, beaucoup de gens vont en Bulgarie parce que c'est mieux. Mais si tu veux, t'as quand même, le pays est resté quand même relativement à flot. Et le gars est toujours là à la Banque centrale, il est très apprécié internationalement, il tient la monnaie est très stable, alors que pourtant le pays a plus d'inflation qu'ailleurs. On pourrait se dire que, et du coup, ça veut dire que le niveau de vie des gens monte, mais les prix montent aussi. Parce que si tu as plus d'inflation et que la monnaie ne bouge pas, au bout d'un moment, tu finis par perdre en compétitivité. Donc là, c'est en gros pour les points positifs. Je ne sais pas si tu as des questions, et puis après, on peut passer au point négatif. C'est très complet ce que tu dis. D'habitude, c'est moi qui pose beaucoup de questions, mais de toi-même, tu sais comment dire,
apporter des précisions, des nuances à ce que tu dis. Donc, écoute, c'est très clair. Tu peux passer aux inconvénients si tu as envie. Et les gars, n'oubliez pas, ceux qui sont là, qui n'ont pas mis le pouce, mettez le pouce, commentez en bas si vous connaissez la Roumanie ou vous avez envie d'y aller, vous avez des questions à poser sur la Roumanie, posez-les en dessous de la vidéo, en dessous de l'enregistrement là. Et si vous vivez en Roumanie, vous avez envie d'apporter je sais pas, quelque chose de positif sur la Roumanie, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en bas et de partager et de vous abonner. On passe aux inconvénients. Notamment si vous êtes du sud ou de l'est, des régions que je connais beaucoup moins, même si mon épouse est originaire de l'est de la Roumanie, mais ça fait longtemps qu'elle est venue en Transylvanie. Donc si vous avez des remarques par rapport à ça ou du vécu, c'est toujours intéressant. Et la Roumanie, c'est comme la France, genre, tu as les gens du sud sont quand même différents des gens du nord, tu as les Oui, Bretons, tu as les Alsaciens, tu as les montagnards, tu as les Corses, tu vois, est-ce qu'il y a ben, les, c'est les, les, les c'est les Occitans. trois, c'est les trois grandes zones historiques. Alors le sud, tu peux peut-être raffiner un peu entre la Dobruja sur le littoral, le centre avec Bucarest, et puis l'est avec l'Olténie, c'est un peu différent. Tu as des accents Euh, aussi. Pardon? Tu as des accents. Entre eux, ils ont des accents. Oui, un petit peu. Un petit peu. À l'est, c'est un peu plus slave. Dans le Ouais. sud, ils parlent très vite. Moi, par exemple, tu vois, ça fait 20 ans que je suis en Roumanie, mais parfois, j'ai des mecs au téléphone du sud, je les fais répéter parce que je n'ai pas l'habitude. Ils parlent à toute vitesse. Alors que les Transylvains, c'est les Suisses, tu vois, ils sont. Ouais, c'est un peu toute proportion gardée, c'est un peu les Suisses de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, t'as des paysages de collines avec des petites cabanes. Pour illustrer la vidéo, ça pourrait être une idée sympa. Tu Mhm. mets une colline avec une petite cabane de berger. C'est magnifique. Ça ressemble Pour un le peu à la moment, Suisse par certains pour le moment, côtés. la photo que j'ai retenue, c'est une femme roumaine avec Euh, les cheveux foncés, typiquement roumaine. Voilà ce que oh, ben, j'ai prévu de mettre pour le moment. si elle est en costume national, ça sera encore mieux, mais de toute façon, je sais que ton choix sera bon. Bon, Ok, alors les points négatifs. ouais. Qu'est-ce Le qui va te point faire partir négatif, de Roumanie? Non, je rigole. ça correspond un peu à ce que j'entends sur la Russie, par exemple, c'est-à-dire Oui, qu'il y a une très grande polarisation. ouais, C'est-à-dire que l'essentiel. Alors, déjà, la Roumanie a perdu beaucoup de gens parce que c'était un pays très pauvre. En fait, ils sont sortis du communisme lessivé parce qu'ils se sont pas mal développés en fait dans les années 70 parce que Ceausescu était assez copain. En fait, il avait refusé d'intervenir à Prague en mhm, 68. Évidemment, en fait, personne ne lui avait demandé, mais bon, il avait fait des grands discours, armée roumaine, je vous interdis d'aller, enfin bref. Donc il était bien vu, il a eu des financements par les Américains, par tout le monde. Donc ils ont développé une industrie, donc c'est l'époque où Dacia a fait la R12, qui à l'époque était moderne. Et ouais. après, ils ont fait le. Je ne sais pas si tu te souviens de l'Axel Citroën, tu n'as pas dû connaître, mais Ouais, si, c'était je fait. connais. Avant la X. Ouais, c'était le dernier modèle, c'est vraiment Citroën, donc c'était fait dans le sud de la Roumanie. Ils ont appelé ça l'Olsit, elles étaient fabriquées en Roumanie en fait. D'accord. Donc en fait, ils achetaient des unités clés en main, donc ils s'endettaient, ça marchait bien, donc ils ont vraiment industrialisé le pays, mais c'était un peu artificiel. Ils n'avaient pas tous les bureaux de recherche et de développement qu'on avait chez nous. Et donc, si tu veux, au bout d'un moment, ça stagnait, voire ça régressait. Par exemple, les Dacia, plus ça allait, plus la qualité baissait parce que les machines s'usaient, etc. Et en fait, au début des années 80, les dettes s'étaient accumulées et Ceausescu s'est énervé. Il a dit on va rembourser toutes les dettes. Enfin, il a fait un scandale. Mhm. Et il l'a fait, hein, il a tenu parole. Et les Roumains se sont saignés aux 80. Et début 89, ils avaient remboursé les dettes. Et ce que des amis m'ont expliqué, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qui a été terrible pour eux, c'est qu'à partir du moment où la Roumanie avait remboursé les dettes, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours quelques heures d'eau chaude par jour, des files d'attente. Ils n'ont vu aucun changement. Et à la fin de l'année 89, bon, c'était plus un coup d'État qu'une révolution, je pense. Euh, et ben, en fait, si tu veux, ça a explosé parce que c'était pas tenable. Si tu veux, en plus, c'était des gens qui avaient été bien formés, il y avait un excellent système éducatif, donc c'était des gens d'un bon niveau intellectuel, et ils voyaient qu'en fait, ils n'avaient pas d'avenir. Donc le pays, c'est modernisé. Il y a eu l'IESCO, enfin ça s'est pas vraiment modernisé, ça s'est pas vraiment privatisé, ça a stagné pendant quelques années. Donc tu as beaucoup de gens qui sont partis à l'extérieur et tu as eu une nouvelle vague de départ après la crise de 2008-2009 parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé, ça n'allait pas. Et donc, tu as énormément de gens qui sont partis à l'extérieur, première chose. Ensuite, tu as un gros mouvement, je reviens à ce que je disais au départ, de polarisation, c'est-à-dire que les campagnes se vident et les villes se remplissent. Tout le monde va aller dans les grandes villes.
Donc, tu as 5-6 grandes villes qui explosent, donc explosion immobilière, les prix sont très élevés parce que tout le monde veut y aller, et puis les Roumains veulent être propriétaires. Donc, Ils veulent y aller pour le boulot parce qu'ils se sentent citadins. euh, Parce que les il y a le Roumains, côté, un peu comme pour les les gens Russes, de la campagne, c'est quelque ils aiment part. bien se passer dans des cages à poules et être voilà, dans un endroit vivant. Ils ne sont pas trop campagnards, quoi. En fait, si tu veux, souvent ça se passe par la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse va faire ses études en ville. Les parents se saignent aux 80, même si à la limite ils vont dans des filières qui n'ont pas d'avenir, il faut absolument que les jeunes fassent des études. C'est un peu à la française, si tu veux. Ils ont fermé les écoles professionnelles, ils ont défavorisé les cycles courts, tu sais, style BTS, IUT, tout ça. Tout le monde doit faire des licences, des machins. Enfin, c'est un peu la mentalité à la française. Et après, souvent, ces jeunes, ils rencontrent des gens. Eux, ils viennent, mettons, d'une ville moyenne d'un département limitrophe, et ils rencontrent une autre personne qui vient d'une autre ville moyenne d'un département limitrophe. Et donc, en plus, ils ont goûté à la grande ville, culturellement, c'est sympa, il y a des bars, il y a des machins, il y a des trucs. Et donc, ils ont doublement plus envie de rentrer. Parce que déjà, ils ont un conjoint, et puis en plus, parce que, ben voilà. Donc, ils essaient de se trouver un job. En plus, en général, avant que les enfants arrivent, les parents se saignent aux 80 pour leur acheter un logement, parce qu'ils disent de toute façon, ça sera toujours amorti, après on pourra le louer. Donc ça fait monter les prix parce qu'ils veulent tous être propriétaires. Mais bon, démographiquement, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Pour l'instant, c'est les campagnes. Donc si tu veux, tu as en gros 3 zones. Tu as les villes qui explosent, tu as les campagnes périphériques qui deviennent des banlieues. Ouais. Donc là, les villages qui sont dans ces zones-là se maintiennent, voire les prix augmentent. Et puis après, plus tu t'éloignes, plus tu as les prix qui baissent, mais aussi tu n'as plus personne. Donc il y a des gens, moi je connais quelqu'un, un Belge, il a acheté une maison à un peu plus d'une heure de distance. Je crois qu'il a dû la payer 10 000 euros, même pas, avec 3 000 mètres carrés, donc un verger, vieux verger, la maison sympa. Mais il n'a personne pour faire les travaux, parce qu'il n'y a plus personne. Donc, c'est quelque part, c'est malheureux parce que ça va trop loin. C'est dommage parce qu'en Roumanie, s'il y a bien un endroit qui m'intéresserait, moi justement, ce serait la campagne roumaine. Autant la ville, j'en ai rien à foutre. Toutes les villes se ressemblent aujourd'hui. Hein. Toutes les villes aujourd'hui ont leur Starbucks, leur McDo, leurs grands centres commerciaux. Toutes les villes aujourd'hui se ressemblent dans le monde entier. Mais alors, les campagnes roumaines, j'en garde un bon souvenir. Quoi. Ça avait du cachet. Alors, bien évidemment, c'est bien. c'est un peu archaïque, mais un peu rural. Mais moi, j'aime bien. Alors, l'Union européenne fait de gros efforts, donc c'est avec l'argent d'une bonne partie des auditeurs, mais c'est en partie bien employé, pour mettre des canalisations, des adductions d'eau. Donc, il y a des villages, y compris le gaz d'ailleurs. Bon, c'est pas mal parce qu'il n'y aura pas de boîte de chauffage pour tout le monde, comme on est parti. Donc, si tu veux, il y a un gros effort d'infrastructure qui est fait. En fait, je pense que le juge de paix, c'est si tu es autonome. Si toi, Kublai, tu es bricoleur, tu es capable, éventuellement avec l'aide de quelqu'un, de remonter une charpente, ou si tu es capable de faire un peu de menuiserie, ou de faire un peu de plâtrerie, ou tout ça. Ouais, si tu es bricoleur, Voilà, si tu es bricoleur, c'est open bar. C'est open bar parce que tu peux te faire livrer les matériaux, aller les chercher avec une carrière, etc. Mais si moi, je ne suis pas du tout bricoleur, je serais incapable de le faire. J'ai quelqu'un qui vient m'aider de temps en temps. C'est quelqu'un qui, quelque part, fait partie de la famille et qui vient m'aider. Et sans lui, je serais incapable de faire. J'ai acheté une petite ferme à la campagne qu'on fait rénover, bon, dans une logique d'autonomie aussi, parce que moi, mon sentiment, c'est que, parti comme on est parti, l'Union européenne, ça risque de devenir la Russie des années 90. Hein. On risque de se prendre une sacrée claque au niveau de vie, puisqu'on on voit avec l'énergie, etc. Enfin, on se tire une balle, des rafales dans le pied. Ah bon, on se tire des balles dans le pied. Après, ouais, c'est des rafales. Tout est relatif, toujours pareil. Tout est relatif, toujours pareil. Hein. Bon, je vois un appauvrissement qu'on commence à constater ici, et j'ai peur que ça s'accélère. Parce qu'on ne produit plus grand-chose, et au bout d'un moment, les importations, on ne pourra plus les payer en monnaie de singe. Mais attends, je continue, et puis on y reviendra peut-être. Donc, la polarisation, et puis d'une manière générale, il y a une bombe démographique à retardement, c'est-à-dire que la démographie romaine est mauvaise pour les gens qui sont restés. Je ne sais pas, ils doivent être un peu comme tout le monde, à 1,2, 1,3 enfants par femme. Et ça, dans une génération ou deux, bah, alors, sauf les Tziganes. Les Tziganes ont une forte démographie. Mais bon, alors tu as un peu l'aristocratie tzigane, c'est ceux avec les grands manteaux, les grands chapeaux, etc. C'est les Gabors, c'est les Tziganes hongrois. Eux, ils sont couvreurs, ils sont intégrés, ils font des boulots, ça va. Mais tu as aussi toute une partie des Tziganes qui ont été sédentarisés de force par les communistes
Et ils ont perdu parce qu'ils étaient ferrailleurs, ils faisaient tout un tas de métiers anciens. Alors, il y en a qui ont gardé un peu tout ce qui est tressage de panier, mais il y en a beaucoup qui ont perdu leur métier traditionnel et qui sont un peu paumés dans les banlieues, dans les bidonvilles. Donc ça, c'est pour l'instant, ça se passe à peu près bien. Ils font de la récupération, ils ont des petits jobs. J'espère que ça va bien se passer, mais ils vont devenir de plus en plus importants numériquement. Et je ne sais pas si, par rapport à l'économie numérique, ben, ils seront au top. J'ai des doutes. Mmh. Alors ensuite, la spéculation immobilière. Si tu veux, on a des phénomènes de prix de marché, ce qu'on appelle les prix de marché. C'est-à-dire que tu as dans les centres ou dans les centres commerciaux des gens qui tiennent des prix de marché qui ne sont pas réalistes. Et tu as toujours des gens, ou en tout cas pendant très longtemps, il y a des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, ils ont bossé, des Roumains qui ont des familles qui ont bossé comme des fous pendant quelques années, ils n'ont rien dépensé quasiment, ils étaient à je ne sais pas combien dans une pièce, et ils arrivent avec un gros pactole. Et ils ont les bifetons et puis, mais ils n'ont pas vraiment de culture économique, et ils arrivent et ils disent, bon alors là, ce truc, c'est quoi le prix? Ah ben c'est le prix de marché, monsieur, c'est tant, c'est 1000 euros par mois. Et bon, ok, les gens plongent. Et puis souvent, tu vois que 6 mois après ou un an après, ben, le magasin a changé parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas tenus choc. Je dirais, pour caricaturer un peu, dans certains cas, ben, ils ont le choix entre payer le loyer ou payer la TVA. Donc c'est malsain. C'est malsain. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Moi, je connais le cas d'un cuisinier français. Bon, il avait une copine roumaine, la famille s'est occupée de lui trouver des locaux et tout et tout. Et puis à la fin, quand il a tiré le trait au bout d'un an, il disait, ben voilà, il faut que je prenne quelqu'un, que j'embauche une personne de plus, parce qu'il s'occupait de tout, hein. Il récurait les chiottes, enfin, il était sur le pont tout le temps. Et il me dit, mais l'équation économique est pas bonne. Avec le loyer que je paye, je peux pas. Et finalement, bon, il a fait Masterchef, il était apprécié et tout. Il a fait Masterchef en Roumanie. Et maintenant, il fait du consulting où il se fait embaucher comme cuistot, mais il n'a plus sa propre entreprise. Il se fait embaucher comme cuistot dans un hôtel 5 étoiles, tu vois, des trucs comme ça, où il fait des cocktails haut de gamme, parce que sinon, c'est pas possible. Et je connais pas mal de gens comme ça qui ont voulu lancer des trucs. Et alors ça, ou alors ils ne se sont pas débrouillés avec les autorisations administratives, parce que c'est un peu compliqué. Tu as des gens qui n'ont pas la fibre administrative. Je connaissais aussi un mec qui était très bon, qui faisait des charcuteries, des machins. Il n'a jamais réussi à mettre un business d'équerre parce qu'il n'avait pas les autorisations, il n'avait pas machin, il n'avait pas compris. C'est quand même pas mal de paperasse, la Roumanie. Ouais, et puis ça s'aggrave, là, je vais y revenir en fait. Donc, par exemple, pour donner un exemple, j'étais, et encore ça c'est ancien, mais il y a de nouvelles contraintes qui arrivent avec l'Union européenne. J'étais associé, alors pas dès le départ, dans un pub il y a très longtemps, un pub multiculturel. Et puis j'avais fait un calcul économique parce qu'en fait, ils n'étaient pas rentables et ils servaient à boire. Et j'ai dit, bon, ben, c'est simple, il faut servir à manger pour rentabiliser le loyer. Alors, pas, tu vois, des croque-monsieur, des trucs basiques, hein, mais, et en fait, on n'a jamais pu le mettre en place parce que la législation locale prévoyait qu'il fallait 2 portes différentes si on voulait servir à manger. Une porte pour faire sortir la poubelle et une porte pour faire rentrer la bouffe. Sachant que les jours en 24 heures, je ne dis pas le nombre de minutes qu'il y a dans une journée. Donc, le fait que la poubelle et les livraisons de bouffe se croisent est hautement improbable. Puis, à la limite, tu peux l'organiser. Mais si tu veux, c'était la règle. On n'a jamais réussi. Finalement, l'affaire n'a jamais été rentable à cause de ça. D'accord. Donc, tu vois, tu as des trucs. Et là, c'est en train de s'aggraver parce que là, depuis le début de l'année, il y a le système de e-facture, les factures électroniques. Alors, ce que j'ai compris, c'est pareil en France, enfin, tout le monde râle. Ça, c'est l'Union européenne, enfin, c'est le flicage généralisé. En fait, maintenant, toi, comme tu es une petite entreprise, même un auto-entrepreneur, hein, là, j'ai des entrepreneurs à côté qui râlent, hein, des amis. Donc, tu fais une facture de, je ne sais pas, 50 euros, 30 euros. Et ben maintenant, tu dois faire la facture sous un format spécial XML que tu déposes sur ton compte au fisc. Et alors, bon, là, c'est la période de transition, donc tu l'envoies quand même à ton client. Mais après, à terme, tout passera par le fisc. Et tu devras aller consulter tes factures sur le compte au fisc. Et pour faire ça, tu as besoin d'un certificat digital qui est payant, que tu dois acheter, tu dois renouveler tous les ans et que tu dois faire enregistrer au fisc par une procédure. Ouais, bah c'est bien chiant tout ce que tu dis là. Ça... Là, mais c'est nouveau, c'est l'Europe. Ça n'existe. Tu vois, c'est depuis début janvier. Donc là, il y a 6 mois de transition. Et alors, il y a des gens ils me disent, mais attendez, en plus, bon, tu vois, les auto-entrepreneurs, enfin, ça ne s'appelle pas auto-entrepreneur, mais c'est le style. En général, c'est des gens, ils n'ont pas envie de passer leur temps dans l'administratif, donc c'est des régimes simplifiés, ils n'ont pas une grosse activité. Et ben, les gens disent, ouais, moi,
je connais quelqu'un, là, une proche, elle passe son temps à faire des formalités, ça la stresse, elle n'est pas faite pour ça. Elle est médecin, elle a une petite activité parce qu'elle est aussi embauchée par ailleurs. Et c'est vrai qu'elle me dit, elle commence à me dire, ouais, mais est-ce que ça serait pas mieux d'être à l'aide sociale? Alors évidemment que c'est pas mieux parce que l'aide sociale en Roumanie, c'est dérisoire, mais tu commences à induire des mentalités qui sont malsaines. Ouais, Tu comment commences faire, quoi, à Voilà, c'est ça. partir de, alors seul, ça vaut pas le coup, mais par exemple, si t'es en couple avec un ou deux gosses, Ouais. euh, Oui, et à puis après, travailler au noir, enfin, je suppose que les gens ont travaillé au noir. Enfin, j'encourage pas le partir, travail au noir. si Moi, tu regardes le RSA, pour un Mmh. couple avec un gosse ou deux gosses, je veux dire, ça vaut le coup si les deux travaillent, ouais, mais si c'est un homme qui travaille, par exemple, ça Ouais. vaut presque le coup d'être au RSA, quoi. C'est ça qui est dingue. Et oui, mais c'est ça. Et alors, bon, là, on n'y est pas, mais on a en plus, donc tu la partie ça, c'est la partie administrative et bureaucratique. On a une augmentation régulière des taxes sur les indépendants. C'est-à-dire Mmh. qu'en gros, cette personne, comme elle a une petite activité, elle était en dessous des seuils, pénalisants, elle payait en gros 10 de taxes sur son activité. Et puis ils ont rajouté, des charges sociales, santé. Donc là, pour l'année dernière, elle va payer cette année à peu près 16. Et là, l'année prochaine, ça sera 20. Donc en Mmh. 2 ans, en fait, si tu veux, j'ai l'impression, il y a eu la période de Covid, donc ils ont claqué plein de pognon parce qu'ils ont fait plein de trucs débiles, rester à la maison, et cetera. En plus, maintenant, avec l'Ukraine, pareil, l'énergie a flambé. Donc, l'État a subventionné une partie des factures, donc les gens payaient plus cher, mais pas tout à fait ce qu'ils auraient dû. Donc, l'État s'est beaucoup endetté. Ils ont embauché plein de fonctionnaires parce qu'ici, c'est un peu le système de copinage. Tu renvoies l'ascenseur, donc ils ont embauché plein de gens, pas forcément sur la base de la compétence, on va dire. Et donc, alors même que si tu veux qu'on digitalise, donc, si tu veux, il y a un truc qui est difficile à comprendre. Et comme ils se retrouvent avec un déficit budgétaire monstrueux, eh ben, il faut augmenter les impôts. Et là, en ce moment, tout le temps, ils augmentent les impôts. Et ils mettent des charges sociales partout maintenant, sur les dividendes, sur les loyers. Et une même personne, maintenant, peut payer 3 fois des charges sociales. C'est-à-dire que si elle est salariée, elle paye des charges sociales. Après, si elle est indépendante pour une petite activité complémentaire, elle va payer des charges sociales. Et si en plus elle est propriétaire d'un logement qu'elle loue, des trucs comme ça, ou des droits d'auteur, des machins, en plus de ses impôts normaux, elle va payer des charges sociales. Ça me fait penser un petit peu au précédent intervenant qui était en Estonie, qui disait aussi petit à petit Mhm. des, Je l'ai écouté, tout à ouais, fait. les contraintes arrivaient, quoi. Ouais. Tu as vraiment l'impression, tu sais, comment dire, j'étais en Grèce en 2007. Ouais. En Grèce, en 2007, tout allait bien. J'étais chez un copain français qui était expat là-bas, mais il me disait, tu sais, on ne sait pas ce que ça va donner après, parce qu'à partir de 2008, les subventions européennes s'arrêtent. Et tu Mhm. connais la suite de l'histoire, la Grèce s'est effondrée. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans une logique, eux, ils sont quelque part encore dans la période de grâce, dans la période bienvenue. Donc, ils ont des grosses subventions, mais comme la Grèce, en fait, ils ont pas mal de subventions, mais ça n'aide pas forcément à construire des choses pérennes. Tu deviens un peu dépendant, et puis petit à petit, bah, l'État se développe parce qu'il faut prendre des fonctionnaires pour vérifier, etc. Et petit à petit, l'Union européenne te dit, ah oui, mais attendez, il faut augmenter les impôts parce que là, c'est pas bon, là, vous avez un déficit excessif. Et au lieu de diminuer Je les sais pas ce que dépenses, t'en penses toi, mais pardon? je sais Oui. pas ce que t'en penses toi, mais un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, euh, il y a une histoire de mentalité et de nation. Ça veut dire que les Roumains resteront toujours des Roumains, les Français toujours des Mhm. Français, les Espagnols toujours des Espagnols, les Russes toujours C'est des ça? Espagnols, des Japonais toujours des Japonais, des Chinois toujours des Chinois, des Américains, tu vois, et qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans le pays, tu peux, un pays a une tangente due à la mentalité, due à l'histoire, due à même à la génétique des gens, la plupart des gens qui y vivent, et que tu peux pas vraiment influencer cette tangente au final. C'est qu'on en revient toujours à ce que sont les gens, on en revient toujours à ce que sont les gens, leur mentalité, leur façon d'être, leur train de vie, et que voilà. Oui, oui, mais il y a deux, Les trois ans, Grecs sont les Grecs. Les Grecs, oui. moi, l'image que j'ai d'un Grec, c'est d'un branleur qui est au bord de sa plage et qui n'a pas envie de faire grand-chose et qui a envie de profiter. C'est ça, c'est l'image que j'ai moi d'un Grec, moi, tu vois. Oui, mais si tu veux, on les a fait rentrer dans un système qui n'était pas adapté pour eux, à mon avis. Ils étaient Oui, pas, visiblement, ils remplissaient pas les critères. On a triché pour qu'ils remplissent les critères pour rentrer dans l'euro. Ils super sont rentrés sujet. de façon artificielle et après ils se sont effondrés parce qu'ils n'ont pas tenu la route. Oui, parce que les Grecs sont des Grecs, c'est Oui, tout. oui. On a Et c'est voulu ça. les gérer comme des Allemands,
Tout à fait, des Français ou des Néerlandais, alors tout que à je fait, ne sais pas. Ah, tout tu à vas fait. rien qu'en Espagne, j'étais en Espagne il y a quoi, un mois là. Ouais, j'ai Tu vu. vois déjà les Espagnols, c'est pas le même train de vie. Ouais, Ils sont pas pareils. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de points communs avec les Français, mais ils ont un train de vie plus lent, plus décontracté. Ils se lèvent plus tard ou se couchent plus tard. Tu vois, les Espagnols restent toujours des Espagnols, c'est tout. Les Français toujours des Français. Voilà, les ouais. Néerlandais toujours des Néerlandais. Ouais, Oui, mais ce qui est triste, si tu veux, c'est que la Roumanie a connu une croissance exceptionnelle à partir de 2004 parce qu'ils sont passés à l'impôt unique. En fait, ils ont beaucoup baissé les impôts ouais. et ils ont eu une très forte croissance. Alors bon, après, il y a eu la crise de Après, il y a 2019, l'Union mais ils ont, européenne, il y a aussi voilà, l'industrialisation, je pense, hein, tu connais mieux que moi, mais le terrain, mais l'industrialisation, enfin, l'apport d'activités de par l'arrivée dans l'Union européenne et puis d'entreprises peut-être françaises, je pense peut-être à Renault ou peut-être oui, autres allemandes, etc., qui sont allées y produire, qui sont allées y faire quelque chose parce qu'à l'époque, ça valait le coup de profiter justement oui, d'impôts moins élevés, de salaires moins oui, élevés et qui ont aidé aussi au développement du pays. Puis oui, là, je sais pas ce que tu en penses, mais on arrive oui, peut-être à un cap aussi. On tout arrive à où voilà, fait. on arrive à C'est un. c'est le problème. Tu sais, il y a assez longtemps, en fait, dans la ville où je suis, il y a Nokia qui s'était installé. Et les gens étaient super fiers. Et puis au bout de quelques années, Nokia, ils sont partis. Ils sont partis en Asie. Bon, déjà, ils n'allaient pas très bien. Et ils sont partis en Asie, ils ont tout déménagé du jour au lendemain. C'est le problème de la Roumanie, c'est qu'ils n'ont pas assez de capitalisme national. Parce que Oui, quand tu as Renault, Renault est français, bon, ils ferment une usine en France de temps, mais ils garderont toujours quelque chose. Si tu as du capitalisme roumain, il va toujours garder, enfin, c'est normal, c'est ton pays, tu vas toujours garder une part oui. importante de l'activité dans ton pays. Alors que là, à partir du moment où l'essentiel des investisseurs sont des étrangers, si la situation est moins intéressante, ils peuvent partir. Donc c'est aussi pour ça que moi, mon sentiment, c'est que la fiscalité, comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne, elle repose surtout sur les petits entrepreneurs, parce que en plus, bon, ils sont un peu trop indépendants. Donc, tu sens. Ici aussi, ils ont mis en place des mesures pour limiter fortement l'usage du cash. Alors, c'était même allé tellement loin, ils voulaient empêcher de payer plus de 200 euros euh, sans, en cash, si tu veux. Et tu as des gens qui n'ont pas de compte, tu as des gens à la campagne qui n'ont pas de banque à côté, donc ça fait un tollé. Ils sont revenus partiellement en arrière, mais tu sens bien la tendance de tout contrôler, de tout fliquer. Et c'est dommage parce que si tu veux, moi je connais un peu les Roumains, quand tu leur dis les impôts doubles, les gens te répondent oui, mais l'État n'aura pas beaucoup plus ou pas plus parce que ça va augmenter le travail au noir. Donc on est, Oui. on est dans un Je jeu, suppose dans un malsain. en campagne, c'est tout au noir, des petits entrepreneurs, là, ils s'en foutent, quoi. Ils Oui. gagnent déjà tellement peu que voilà, bon, 50%, 20% ou 50% de zéro, ça fait zéro, quoi. Alors c'est un peu dommage parce que si tu veux, jusqu'à 2-3 ans, on avait un système où finalement les impôts étaient raisonnables et la plupart des gens jouaient le jeu. Et Il là, n'y a pas une on est histoire dans une de logique où les impôts 1% augmentent d'impôt. et nous, on va payer plus d'impôts. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas une histoire de 1% d'impôt pour les auto-entrepreneurs, un truc comme Si, ça, si, jusqu'à 1 million d'euros, où sur c'est le juste chiffre d'affaires. Sur le chiffre le chiffre d'affaires, d'affaires flanc, ça, mais ou sur le chiffre d'affaires, maintenant, c'est 3. Depuis ouais. janvier, c'est passé à 3%. Donc, si tu n'as pas une grosse marge, 3%, ça s'y connaît. Et puis après, tu as encore 8% sur les dividendes, parce que le but, c'est quand même de récupérer les dividendes. Et de plus en plus, ils rajoutent des charges sociales en plus. Si tu dépasses des seuils qui sont très bas, ils rajoutent des charges sociales. Donc, pour un système qui était vraiment intéressant il y a 2-3 ans, on se retrouve avec un système qui l'est de moins en moins. Hmm. Et donc, ce que tu me dis, c'est que la Roumanie n'a pas vraiment d'industrie propre, n'a pas vraiment de développement propre, d'entreprise propre. C'est surtout Et des non, étrangers qui viennent, en fait, un petit peu à la chinoise, quoi. La chinoise, oui, l'usine du monde, c'est la Chine, oui, mais grâce à qui? À l'Occident qui a mis toutes ces usines, en fait, simplement. ben, Un en petit peu, fait, en, une petite Chine européenne, en- la Roumanie, d'après ce que tu me dis. En, en fait, ils ont perdu beaucoup de temps. Là, dans les décennies 90, le mot d'ordre, c'était on ne brade pas notre pays. Donc, ils Ouais. ont gardé des mastodontes industriels qui étaient vieillots, qui sont devenus de plus en plus vieillots. Ils n'avaient pas les moyens d'investir dedans. Je pense qu'ils auraient pu faire des partenariats, tu vois, des 50-50 ou des 51-49. Mais avec Iliescu, ils ont traîné, et du coup, bon, par exemple, il y avait une grosse usine de camions à Brasov, il y avait des usines de tracteurs. Il n'y a que Renault qui a pris le risque avec Dacia, qui leur a coûté d'ailleurs très très cher. Bon, ça s'est révélé à terme un pari gagnant, mais c'était un gros risque. Il n'y a que Renault quasiment qui a fait ça. Alors après, tu as des usines qui se construisent à partir de rien, mais c'est Saint-Gobain, c'est machin, ces trucs. Le jour où Saint-Gobain se dit stop, la Roumanie, elle n'a rien à dire parce qu'elle n'a pas la technologie, elle n'a pas les entrepreneurs qui ont monté le truc. Et ça, Ouais. c'est un peu dommage.
Et ça, Alors, c'est un peu dommage. C'est un truc que je te propose de retenir parce que tout à l'heure, tu me parlais de ouais, l'Union, l'Europe va nulle part, etc. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête quand même, je pense. C'est-à-dire qu'ailleurs, effectivement, oui, il y a beaucoup de paillettes qui sont envoyées. De là-bas, c'est pas mal, il y a des opportunités, oui, mais les Européens resteront toujours les Européens. Et c'est pas parce que je dis ça parce que je suis européen, c'est juste un constat, quoi. Les Européens, c'est les Européens. Tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'enregistrement, j'étais en train de lire, j'ai pas fini, j'étais en train de lire sur la révolution industrielle au Japon, et c'est très intéressant. Et même dans les années 1800, bah, c'était déjà les Européens qui ont apporté la technologie au Japon. Voilà, juste petite parenthèse. Alors qu'aujourd'hui, les Japonais sont parmi les non-occidentaux les plus industrialisés, quoi. Les premiers taxis de Tokyo, c'était des Renault. Hein. Ah bon? Bon, bah, Oui, c'était des Renault, les premiers taxis à Tokyo. Ça laisse rêveur. Hein. Enfin bon, ouais. c'est. Ouais. Je vais terminer un petit peu parce que je ne voudrais pas non plus trop empiéter. Non, voilà, vas-y, on a encore le temps. Hein. Ouais. Donc, hausse de la fiscalité, ça, on a vu. Je sens quand même que les gens sont de plus en plus insatisfaits ici parce qu'il y a eu l'inflation. Bon, officielle et puis bon, officieusement, c'est certainement beaucoup plus. Les salaires ont augmenté moins que l'inflation. Donc, les gens y ont perdu. Au niveau des indépendants, c'est la fiscalité qui augmente beaucoup. Donc, Partout, là, je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochaines années. Il y a des manifestations de transport. Il n'y a pas comme en France un début de coagulation. Il n'y a pas encore comme en France des drapeaux européens qui commencent à être brûlés parce que les Roumains sont encore assez naïfs par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'ils reçoivent pas mal d'argent, mais ils commencent juste à avoir la contrepartie. Ils ne font pas forcément la liaison avec ce qui leur arrive. Mais c'est vrai qu'il y a une insatisfaction qui monte, donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre pour les entreprises, et notamment, il y a des problèmes avec la jeune génération, c'est-à-dire qu'ils sont souvent pas très fiables. Ils sont mous, ils ne sont pas très impliqués. Enfin, ça, c'est un problème de génération qu'on retrouve, je pense, dans toute l'Europe, voire dans tout le monde occidental. Je ne sais pas comment c'est ailleurs. On a une dégradation de la qualité de certains services qui étaient autrefois excellents, notamment l'enseignement. C'est-à-dire, et puis bon, il y a des innovations européennes. Pour te donner une illustration, là j'ai un ami, son fils, il allait à des olympiades de civisme. Donc c'était en plus, parce que tu sais, je crois que ça vient du comics, il y avait des olympiades, mais tu vois, c'était pour les maths, la physique, c'est-à-dire que les meilleurs élèves, on les envoyait, c'était un peu comme le concours général en France, je ne sais pas si tu as connu ça. On les a envoyés, enfin c'était stimulant en fait, le but c'était d'être dans les meilleurs des meilleurs, et la Roumanie est très forte d'ailleurs aux Olympiades internationales de mathématiques, d'informatique, ils ont souvent d'excellents résultats, donc ils ont vraiment des jeunes qui sont super forts au niveau technique. D'ailleurs, petite parenthèse, la Roumanie a quand même quelques groupes au niveau informatique. Au niveau industrie, ils n'ont pratiquement plus rien, mais au niveau informatique, ils ont parfois des choses, mais souvent c'est vendu, tu vois, quand le fondateur passe la main, souvent c'est vendu. Mais ils ont quand même une petite capacité d'innovation en informatique, même s'ils font surtout de la sous-traitance. Il y a moins de gens qui créent des produits que d'entreprises qui font de la sous-traitance pour d'autres produits. Pour d'autres entreprises, ce n'est pas la même chaîne de valeur. C'est pas... Rien à voir, bien sûr, c'est juste des intermédiaires. Ouais. Donc, pour en revenir aux Olympiades, donc c'est nouveau, c'est les Olympiades d'éducation civique. Et quand le gamin de 10 ans rentre à la maison, il dit à ses parents, papa, maman, quand je serai grand, je serai gay parce que c'est ce qu'il y a de mieux d'être gay. Dans un pays orthodoxe. Hein. Et là, récemment, j'ai entendu parler de réunions de profs de roumain où on a commencé à leur dire, à les associations bien européennes, que ça serait bien d'utiliser les pronoms IE, je sais pas, le neutre, machin, pour que ça soit ni masculin ni féminin. Donc, tu sens aussi qu'il y a une pénétration de ça, en fait, de toutes les théories du genre. Et ça choque pas mal les gens, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait donc Enfin voilà, c'était les principales choses que je voulais te transmettre. D'accord. Est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai des questions. Est-ce que donc du coup, est-ce que la Roumanie, après plus de 20 ans sur place, est-ce que tu envisages d'y rester ou est-ce que tu envisages de partir, vu que ça a l'air quand même de se dégrader, après ce que tu me dis. Hein. En général, quand on voit un peu se dégrader, voilà, Mais disons que l'avant, on est un petit peu nostalgique de l'avant, on commence à te regarder un petit peu ailleurs. Est-ce que tu
tu envisages de partir ou de rester? Quels sont tes plans en fait maintenant? Alors, c'est vrai que la tendance, on va dire qu'on rentre de plus en plus dans l'URSS, comme Mhm. certains l'appellent, ça m'inquiète. Ouais. Parce que bon, ça sent. Puis derrière, si tu veux, tu as le fameux. C'est Davos, en fait. C'est vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Et tu sens qu'il y a cette emprise de plus en plus importante, le flicage, qui m'inquiète. Donc pour l'instant, je m'y retrouve. De toute façon, j'ai des racines, j'ai des enfants qui sont scolarisés ici. Combien d'enfants? J'ai deux enfants. Ah ouais. Deux enfants qui sont scolarisés ici dans un système Montessori qui est très bien. Donc, pour l'instant, ça va, je m'y retrouve. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau de mon entreprise, l'augmentation des impôts et des taxes, là, les prochains mois, bah, je ne sais même pas si on va être à l'équilibre. Ah ouais, Donc, quand même. ça remet. Ah ben oui, parce que quand tu triples l'impôt sur le chiffre d'affaires, il y avait des primes de télétravail qui étaient défiscalisées, qui ne le sont plus. Donc, on a été obligé de remettre ça dans les salaires. Tu as quasiment 50% d'impôts et charges. Ouais. Enfin, tu as tout un tas de trucs qui font que, tu sais, parce que les marges ne sont pas énormes. Et puis les clients en France, quand tu leur dis, ah ben, il y a de l'inflation en Roumanie, il faudrait augmenter fortement, tu peux à la limite le faire une fois, mais après, c'est fini. Oui. Donc, quelque part, tu es pris en étau entre. Tu comprends que tes salariés, c'est clair qu'ils vivent de l'inflation, donc il faut quand même les augmenter. Puis, tu as des impôts à payer en plus. Et puis, tu as des clients en France, c'est pas trop la joie. Tu vois ce qui se passe en ce moment. Donc, les clients ne peuvent pas trop non plus. Alors, ils acceptent des petites augmentations. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben, peut-être qu'il va falloir faire autre chose. Mhm. Donc, c'est assez inquiétant. Donc, pour l'instant, ça va encore. Mais à l'horizon de quelques années, c'est vrai que moi, je regarde plus à l'Est. Donc, à un Plus moment à donné, l'est, je regarde. plus à l'est de Oui. la Roumanie, c'est-à-dire parce que plus à l'est de la Roumanie, à part t'as la mer Noire, et puis après, bah, tu arrives en Russie, tu arrives au Kazakhstan. Alors moi, j'ai commencé à regarder un petit peu la Géorgie. Et là, je suis complètement dégoûté parce que j'ai vu qu'ils étaient candidats à l'Union européenne. Mhm. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que t'as un peu l'impression d'être comme la souris, courir dans la roue et en fait, tu n'avances pas. C'est Je vraiment sais l'Union pas. européenne, c'est vraiment on va dire l'emprise de l'Union européenne sur les pays qu'on peut pas qu'on peut pas nier d'ailleurs, hein, Hmm. qui est bien réelle sur les pays d'Europe centrale et de l'Est qui te plaît pas. C'est vraiment ça qui te fait peur, toi. Oui, le mouvement, enfin, parce que c'est un processus. Je veux Mm, dire, aujourd'hui, comment dire, c'est comme le gars qui tombe de l'immeuble. Jusqu'ici, mm, tout va bien. Mais quand tu vois la tendance, quand tu vois qui dirige l'Union européenne et qu'elle piétine allègrement les propres règles de l'Union européenne, c'est inquiétant quand même. mm. Enfin, tu te dis que même le règne de la loi et la protection de la loi, enfin, si les gens, enfin, bon, moi je parle d'Ursula von der SMS, quand tu vois que cette personne ne respecte absolument pas, et pourtant il y a tout un tas d'institutions autour d'elle qui lui demandent des choses, qui la mettent en garde, qui disent attention, il faut faire ci, et elle s'en fiche complètement. Et je suis sûr qu'elle va être recasée, voire promue, comme d'habitude. Donc je me dis, on n'est pas en à terme, on n'est pas en sécurité dans cet ensemble-là. Mm. Parce que là, toi, tu me dis, tu vois, tu veux partir à l'Est, le truc, par exemple, la Oui. Géorgie. Tes clients Hum. sont français? Pardon? Tes clients sont majoritairement français? Non, mais si je pars, je pense que mon activité ne survivra pas. C'est-à-dire que je suis associé à un Roumain, j'ai un écosystème ici qui fonctionne, Ouais. mais c'est pour faire de l'informatique et ça marche grâce à mon associé. Donc, tant que je peux, je resterai avec mon associé et je resterai Parce que le avec truc, les toujours salariés. pareil, c'est que quand tu vas par exemple en Géorgie, le truc, c'est qu'il faut avoir une activité économique là-dessus. Ben, moi, le Tourner truc, une c'est que famille oui, 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 le oui, niveau de vie en Géorgie, bon, c'est encore bien plus bas que la Roumanie quand même, hein. oui, 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 je sais. Mais l'idée, c'est de faire autre chose. Moi, par exemple, j'ai commencé à donner, alors à titre bénévole, c'est en test, des cours de français à l'école de mes garçons. Et Ouais. j'envisage, par des plateformes, etc., de faire du mentorat de français ou des choses comme ça. De passer, ben c'est un peu ta logique quelque part de Ouais. passer sur du business internet. Alors, de toute façon, c'est quelque part mon idée pour une retraite active, mais c'est encore loin. Mais peut-être qu'il va falloir accélérer parce que peut-être que les changements Ouais. législatifs, fiscaux, etc., vont faire que mon activité sera plus rentable. Je ne le souhaite pas, mais je constate que ça se dégrade depuis 2-3 ans à grande vitesse. Ouais, je vois, ouais. Mm, mm, mm. Parce que, alors, la Géorgie, tu penserais à la Géorgie, quel autre pays Alors, pourrait être l'Abkhazie, en fait, je suis permaculteur aussi, c'est-à-dire que je suis dans la logique de réduire mes besoins financiers.
D'accord. Donc j'ai des vergers, je monte une petite pépinière. J'apprends en fait, je réapprends parce que si tu veux, nos parents sont d'une génération en fait qui savaient plus rien par rapport à la campagne, même si mon père était forestier. Donc je réapprends et ce qui me plaît bien en fait sur le littoral de la mer Noire de l'autre côté, c'est qu'il y a un climat quasiment tropical. Et Mmh. donc, je me dis, si j'arrive à avoir des revenus par Internet, même pas considérables, et que j'arrive à me trouver une terre, et que j'arrive à avoir des fruits, des légumes, des machins, parce que là-bas, tu peux avoir plein de trucs, ils gèlent très peu, donc tu peux même avoir des agrumes, enfin, tu peux avoir des tas de choses de ce que j'ai vu. Donc, Ouais, c'est pour ça, ouais, l'Afghanistan, peut-être la région de Tuapse, par exemple. Je sais ouais. pas, mais c'est théorique. J'y suis pas encore allé, c'est compliqué. Comment dire Toi, tu sais, le sud de la Russie, le voilà, sud-ouest. c'est mon plan B. Si tu veux, je fais de la musique, je compose de la musique avec, et je travaille avec une Russe. Donc Mmh. moi, ça me donne quelque part un bol d'oxygène à l'Est. C'est sympa parce que je suis son compte Telegram et donc du coup, je Mmh. progresse un peu en russe. Et c'est vrai que paradoxalement, ben, là tu avais l'air de dire que ça a changé, mais moi, ce que j'entendais, c'était qu'avant la guerre en Ukraine, les gens au quotidien étaient beaucoup plus libres en Russie. Ah bah oui, Et, carrément, moi je te le et, confirme. Mmh. donc, c'est vrai que, bon, mais tu vois, par exemple, l'Abkhazie, ce qui m'intéresserait, en fait, ça serait un pays neutre, si tu veux, c'est ce qui m'intéresse. Peut-être même la Ah, la Russie, Biélorussie. c'est pas le pays neutre, hein, Non, non, mais c'est pas, tu vois, la Géorgie, ça semblait assez neutre. heu, L'Abkhazie, peut-être que la l'Arménie Biélorussie. peut-être, non? L'Arménie L'Arménie en aussi. L'Arménie, j'ai des très bons échos sur l'Arménie. Le climat est un peu moins bon pour ce que j'ai en tête, mais l'Arménie serait en shortlist. En plus, c'est mmh. magnifique, les monastères, les montagnes, c'est sublime. Et puis en plus, il paraît que les gens sont francophiles, donc ça aussi, ça Ah compte. oui, en Arménie, je te le confirme, pour y avoir été, français, ça passe super bien, hein. Mhm. Mmh. Donc, Mmh. voilà, donc c'est intéressant. C'est pour ça aussi que je suis tes vidéos. Je ne suis pas du tout dans une logique de partir demain, mais je Ouais. suis dans la logique de me dire peut-être que dans 5 ou 10 ans, il faudra un plan B. Ouais, avoir une réflexion. Moi, en ce moment, pareil, là, je suis dans l'année de réflexion, tu vois, j'estime que cette année-là, 2024, va être une année où il y aura beaucoup de mouvements dans le monde potentiel. Donc, j'observe pour ensuite repartir après, quoi. Mais là, en ce moment, il n'y a aucun pays vraiment. Toi, l'Europe centrale, je m'étais beaucoup penché sur l'Autriche, aussi récemment sur l'Espagne, tu vois, le Portugal Mhm. également. Et j'ai l'impression que l'Europe devient un petit peu tout pareil. Donc, au final, autant être en France qu'être ailleurs en Europe, vu que c'est pareil, quoi. Ce que je veux dire, j'en arrive un petit. Malheureusement, Mhm. j'en arrive un petit peu à cette réflexion-là, malheureusement, quoi, maintenant, tu vois. Ouais, mais ce que tu disais, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis, j'ai pas retrouvé les discussions que j'avais avec les Russes. Moi, j'aime bien. Au début, quand je suis venu en Roumanie, c'était vraiment un peu le Far Est et Ouais, tu avais des valeurs humaines au niveau des gens qui ouais, étaient super. Maintenant, les gens sont de plus en plus individualistes, accrochés à l'argent. Alors, pas tous, mais la mentalité change, il y a moins de solidarité. Tu vois, ouais, tu avais un problème il y a 20 ans, un problème sur la route, les gens s'arrêtaient tout de suite. Tu as un problème, je peux t'aider parce qu'eux aussi, souvent, ils avaient des problèmes mécaniques. Donc, tu avais vraiment une solidarité qui était super. oui, Alors, bon, ouais, c'est vrai que je vis dans une grande ville, je suis à la campagne, c'est probablement plus. Tu vois, par exemple, j'habite ça c'est sympa. J'habite dans un village qui était un village quand j'ai acheté le terrain, et là qui est de plus en plus englobé par la grande ville. Dans la grande ville, ça devient une banlieue. Ils ont construit dans tous les sens, enfin bref. Et les gens, les vieux du village, ils disent encore bonjour quand tu passes, et ça j'apprécie beaucoup. Et un autre truc que j'apprécie beaucoup, bon ça c'est personnel, c'est que à l'entrée des villages, tu as des croix partout. ouais. Hein. Et ça, enfin, je veux dire, tu sais où tu es dans un pays chrétien qui garde ses traditions, qui Donc, les tu es respecte. chrétien, Moi, oui, je suis chrétien. d'accord. Mais chrétien catholique ou. Alors ça, c'est intéressant, c'est l'intérêt de la Transylvanie. Moi, je suis catholique. Mon épouse est orthodoxe. Mmh, Et en fait, au niveau religion, maintenant, on est dans une église uniate mmh, qu'on appelle aussi gréco-catholique. Alors, je précise que les uniates d'ici sont très cool, ça n'a rien à voir avec l'ouest de l'Ukraine, parce que j'ai entendu des choses assez terribles sur les bandéristes, etc. Les uniates de Roumanie sont des gens très paisibles, ils ont eu plein de martyrs. Leurs 7 évêques ont été martyrisés pendant le communisme, il n'y en a aucun qui a cédé. Donc, moi, j'aime bien parce que c'est des rites orthodoxes, enfin, ça ressemble beaucoup aux rites orthodoxes, c'est très recueilli, très priant, très traditionnel. Mais bon, ils sont quand même catholiques, ils reconnaissent le pape, si tu veux, puis c'est à peu près tout. Mais si tu veux, bon, les prêtres sont mariés, c'est plus à l'orthodoxe, mais ils ont une ouverture catholique qui est quand même, ils sont un peu plus œcuméniques, un peu plus. Moi, je me oui, sens oui, bien. Hein.
Vous êtes entre chrétiens, hein, c'est comme par Voilà, exemple. voilà. Mais si tu veux, bon, je suis avec beaucoup d'orthodoxes. Dans le village où on a acheté la petite ferme, il y a énormément d'évangéliques et ça se passe bien. Bon, eux, beaucoup, ils font le Shabbat, donc ils travaillent pas le samedi. Ils ont repris certains trucs des juifs, mais ça se passe super bien. Voilà, il faut se respecter et puis voilà. Puis c'est notre civilisation, donc c'est important de la préserver. Enfin, moi, c'est ma façon de voir, et c'est vrai que je me sens. En Roumanie, il y a encore beaucoup de spiritualité. Je ne veux pas rester sur une impression négative pour la Roumanie. On peut quand même faire beaucoup de choses, surtout à la campagne. Pour des gens qui ont des projets un peu d'autosubsistance, mais en fait, c'est un peu ce que tu dis quelque part. Il te faut une source de revenus par Internet, et Ouais. après, il peut se trouver à la campagne. Tu as des régions, par exemple, où tu as des petits lacs. Moi, j'ai un copain qui a acheté une maison à côté de petits lacs, et si tu veux, il fait 50 mètres, il prend sa canne à pêche, et puis il a plein de poissons à son ponton. C'est bien. Ouais. C'est le rêve. Et ça, Mhm. c'est à 40-50 km à la campagne. Et la Scandinavie, ça te brancherait pas, toi? Non? Ah non, pas du tout, pas du tout, Non, pas pas du du tout. tout. J'ai L'Asie non plus. L'Asie non plus. j'ai Le un monde copain qui bouddhiste. a été au Danemark, et il m'a dit, enfin, il m'a pas donné envie. Il m'a dit, tu rencontres une fille le soir, et le lendemain matin, elle te connaît plus. Et tu dis, ah, mais Ouais. tiens, on s'est bien entendu, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Et elle te regarde bizarrement en disant, mais c'est quoi ton problème, en gros? Donc non, c'est pas mon truc. Mhm. Mhm. Ouais. L'Asie, oui, l'Asie, j'ai plus de sympathie pour l'Asie. J'avais des collègues quand j'étais étudiant d'origine chinoise, et je les ai beaucoup appréciés. Donc c'est oui, mais si tu veux, c'est trop différent. C'est trop différent. Déjà, l'Arménie ou la Géorgie, c'est un autre alphabet, c'est une autre langue. C'est pour ça que quelque part, là, finalement, le monde russophone, c'est pour ça l'Abkhazie, par exemple, qui est une sorte de semi-autonomie. Et puis, là, ce que j'ai compris en Abkhazie, le sud est vide, relativement vide. Donc, il doit y avoir moyen d'acheter des terres et de prendre sa retraite par là-bas. Mhm. Mais tu sais, le problème, c'est la géopolitique. Tu ne sais jamais comment ça peut évoluer dans 10 ou 20 ans. Si ça se trouve, dans 10 ou 20 ans, la Géorgie va récupérer Enfin, c'est très compliqué C'est pour de se ça que moi, projeter. justement, pour moi, je trouve que cette année 2024 est particulièrement importante pour voir un petit peu géopolitiquement comment. Alors, tu peux pas savoir comment ça sera dans 2, 3, 5, tu peux jamais savoir, mais je pense que c'est quand même une année importante, quoi. Après, potentiellement, sur pareil, hein, les pays sont toujours mouvants, c'est-à-dire que un pays qui n'est pas pertinent aujourd'hui peut l'être demain, ou un pays qui est pertinent aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Tout est mouvement, donc il faut surveiller. C'est pas évident parce que moi, j'ai tendance à prendre racine, tu vois. Mm. Je plante, donc c'est Ah, moi, vrai que. je suis pareil. Alors, je sais pas l'impression que je donne sur Internet parce que dernièrement, j'ai pas mal bougé. Et moi, en fait, j'ai qu'une envie maintenant. Écoutez bien, les gars, vous allez voir. Vous allez être étonnés de ce que je vais dire. Enfin, pourtant, c'est vrai. J'ai qu'une envie maintenant, c'est d'avoir une vie d'ermite avec sa petite routine dans sa campagne et puis c'est tout, quoi. J'ai plus envie de voyage, j'ai plus envie de voir la ville, j'ai envie d'une vie d'ermite, quoi. Une petite vie d'ermite routinière, ouais, vous m'avez bien entendu. C'est tout. Et Voilà. puis quand tu as je Pas pense que si tu ennuyeux as des pour enfants, avant vous, mais moi, voilà, j'ai assez voyagé, j'ai assez vu de pays, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, je suis comblé. Tout ce que je veux maintenant, c'est dans mon trou en ermite. Voilà. si Et tu as être des enfants, aventureux, c'est tout ce que j'ai envie. et, et si tu as des enfants, je pense que ça sera encore plus le cas parce qu'ils ont besoin de stabilité pour se Ah, les enfants sont construire. prévus, de toute Alors, façon, donc je veux dire, pardon? les enfants sont prévus de notre côté aussi, donc voilà. Moi, je suis un peu Parce plus que jeune que toi, mais si on tu aura veux, des enfants. On aura des enfants, c'est sûr. Donc voilà, ou la maman, si tu as des enfants, pareil pour les écoles, il faut que tu sois posé quelque part. Tu peux pas absolument, moi, si tu veux, bouger. Tu peux bouger avec des enfants, mais tu peux pas bouger tous les 3 mois. Tu peux c'est bouger, ça. allez, tous les 2, allez, tous les 5 ans. Si par exemple, je sais pas, tu as envie de bouger, de changer de pays, tu rescolarises tes enfants dans un autre pays, oui, mais tu peux pas faire le backpacker, quoi. C'est impossible. Ah oui, Non. je confirme, tu sais, moi, mon père était ingénieur forestier, et il fallait, s'il voulait monter en hiérarchie, il fallait qu'il bouge. Et tous les 4 ans, en gros, on bougeait, 4-5 ans. Mm. Et c'est dur parce que, tu sais, les Roumains, souvent, la première question qu'ils te posent, c'est ils te demandent, t'es d'où? Vous êtes d'où? Mm. Et j'arrive pas à répondre. Et je me rends compte que c'est quand même quelque chose d'important. Donc pour Mm. un enfant, c'est vrai que d'avoir eu une continuité, de pouvoir se raccrocher à un endroit, de se dire je suis de tel endroit, c'est important. Ouais, tu peux dire que tu es européen. Voilà. Moi, c'est ce que je réponds. T'es d'où? Ouais, Je je suis suis européen. d'Europe. Ouais, c'est Voilà. pas mal. C'est Voilà. pas mal. Voilà.
Ouais, parce que tu sais, après, s'il faut expliquer par combien de pays tu as été, etc. Oh là là, c'est. Voilà. Ouais, mais toi, tu es un peu atypique quand même. Hein. Ah, moi, je suis très atypique. Hein, et puis, bon, mon couple, il est eurasien. Hein, tu sais, moi, je suis avec une femme Mhm. 100% asiatique. Donc, mes enfants sont eurasiens. Donc, c'est encore toute une autre dimension. Quoi, tu vois, et j'ai plus d'affinité pour le bouddhisme, moi, qui est la religion de Mhm. ma femme, et peut-être pour le Mhm. taoïsme, etc. Mhm. Donc, moi, je suis vraiment très, voilà, très, voilà, multi-territoire, multiculture, etc. Quoi. Donc, tu vois. Après, bon, voilà. Voilà, si on me pose la question, c'est t'es d'où? Ouais, je suis d'Europe. Allez, salut. Voilà. Voilà. On va te rentrer dans tous les détails. Voilà. Bon, écoute, c'était très intéressant, Nicolas. Avec plaisir. Bah, écoute, moi, je te souhaite déjà de trouver une voie, de pouvoir te retourner professionnellement. Après, bon, si tu as été entrepreneur, je pense que tu n'auras pas de mal à te retourner professionnellement. Moi, pour tout dire, en fait, actuellement, j'en ai un petit peu, comment dire, un petit peu fait le tour. Alors, marre, c'est pas le bon mot, j'allais dire marre, mais non. C'est que j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'ai fait. Tu vois, ça fait 6 ans que je parle d'expatriation, etc., liberté, etc. Mhm. J'ai envie de changement, en fait. Donc, tu vois, pareil, je suis en ce moment en train de me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre, qui peut être libre géographiquement, qui peut me plaire, mais qui serait un changement, tu vois, qui serait un petit peu la routine, qu'en fait, ce que je fais maintenant, pour moi, c'est devenu hyper routinier. Donc, toi, je suis un petit peu comme toi, je suis dans un moment où je réfléchis à quel va être le prochain pays, et puis, professionnellement, est-ce que je vais pas faire autre chose au bout d'un moment, parce que j'ai envie de changement, tout simplement, j'ai envie de, voilà, de faire autre chose, tu sais, des fois, c'est comme ça aussi. Hein. Donc, Ouais. Tu sais, moi, je ne souhaite pas partir. Je suis bien là où je suis. Ma femme, mes enfants sont ici. Donc, comment dire, ça serait vraiment un plan B si je devais partir. Je ne le souhaite pas. Mais c'est le système, quelque part, qui risque de me pousser à partir. Si ça moi, c'est continue à se pareil, dégrader. moi, ça m'a traversé l'esprit, hein, tu vois. Moi, je suis dans la campagne profonde française. Au fond, autour de moi, j'ai des champs et des vaches. Derrière moi, j'ai une belle montagne, j'ai une rivière, j'ai des belles routes. Là où je suis, moi, tu vois, je subis apparemment pas les inconvénients de la France. Après, je te dis, moi, je Mhm. vis l'ermite, je sors Mhm. pas, j'ai un peu des potes, mais j'ai pas envie, etc. Mais je sais déjà pourquoi je vais devoir partir. Tout à l'heure, tu parlais des enfants. C'est que moi, ma femme, on va avoir des enfants, on va en avoir. Au bout si nos enfants sont petits, ça passe. Mais au bout d'un moment, il va falloir les scolariser. Et les Mhm. scolariser à l'école française, non. Non. Non, merci, mais non, merci, quoi. Tu vois. Mais Donc, tu as je sais les, déjà que je vais être forcé de partir, tu vois. C'est tu que as les hors-contrats. Tu dois avoir, c'est malheureux, mais je je pense suis contraint que. de partir. Je suis contraint. Tu vois, Mhm. la France a ses inconvénients, enfin, a ses avantages et inconvénients, mais elle a certains inconvénients ils sont pas, en fait, les gros inconvénients de la France ne sont pas si nombreux que ça. Mhm. Mais ils sont peu nombreux, mais tellement douloureux et tellement, on va dire, euh, importants que pour quelques inconvénients, il faut que tu partes parce que ces inconvénients sont trop importants. Tu peux pas surtout si tu as des enfants, tu peux pas les éviter. Quoi. Tu vois. Et le plus triste, L'insécurité, si tu es seul dans une campagne, ouais, ouais. tu es t'es en préalpe, tranquille. Franchement, la sécurité, il n'y en a pas. Et puis, ça peut arriver, mais Mhm. c'est voilà, les petits villages, c'est tranquille, c'est les paysans, ils sont super sympas, tout le monde se Mhm. Tout à connaît. fait. Enfin, tu vois, voilà. Mais par contre, les enfants, après, voilà, il faut les Il faut scolariser dans les une amener, ville, etc. le Les sport. enfants tout seuls, tu peux pas les laisser se promener dans les rues en France, etc. Tu vois, c'est plus Mhm. pareil. Tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat, quand tu es petit encore en France, vu l'augmentation des impôts de partout, ça passe. Mais dès que tu veux devenir un gros entrepreneur, tu as un petit peu d'ambition, en France, c'est l'enfer. C'est C'est l'enfer écrasé. administratif, mais aussi l'enfer fiscal. Donc moi, par exemple, avoir une grosse société, peut-être qu'un jour, j'aurai une grosse société. Pour moi, j'en ai pas envie, mais peut-être qu'un jour, ça me prendra l'envie de Mhm. montrer une grosse structure avec voilà, des salariés, etc. En France, moi, je n'imagine même pas ça. Tu vois, Mhm. Donc, c'est ça le problème, c'est que des fois, bah, tu n'as pas envie de partir, mais tu es contraint. À la Russie, j'étais très bien en Extrême-Orient. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, j'y retournerai. Hein. Moi, j'adorerais revenir en Extrême-Orient russe. Pas parce qu'il y a plein d'avantages en Russie, parce que je suis attaché à la région. J'adore cette région. Tu vois, Mhm. ça me Mhm. manque tous les jours. Mais voilà, ça a changé. Maintenant, il y a cette guerre dans le pays, peut-être pas tout abordé, En mais il y fait, a plein de en petits fait, trucs tu vois, de répression qui me plaisent pas trop. Je suis français, et enfin, de nationalité française, et en ce moment, les relations France-Russie n'ont jamais été aussi mauvaises. Donc voilà, tu ouais. sais, tu as des gens qui font la différence entre la politique et puis les gens lambda, puis il y en a qui ne le font pas. Mm. Hein. Mais Voilà. en fait, je pense qu'il va falloir attendre la guerre en Ukraine. Tout va se décanter dans les quelques mois qui vont suivre la fin de la guerre en Ukraine. Il faut attendre, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, Si mais c'est pas 10 ans, bon, c'est ça le problème.
ça m'étonnerait que l'Ukraine résiste autant. Ils ont pas assez de bons hommes. Les mecs, ils se sont battus Ouais, mais courageusement, mais ils t'as sont quand pas. même l'OTAN derrière. Et puis, tu sais, côté Russie aussi, à l'intérieur du pays, tu sais, le pouvoir n'est pas si stable que ça. Hein. Je te veux, le pouvoir se tient par une répression hyper forte. Si tu vois les nouvelles lois qui sont passées, c'est en Russie en ce moment, je veux dire, ce qui se passe en Union européenne, c'est de la rigolade, quoi. Euh, il peut y avoir aussi comment dire, des changements à l'intérieur du pays. Moi, franchement, des changements sur le front, j'y crois pas trop. On dit bien d'un côté ou de l'autre. Mais des Mmh. changements soit en Russie ou soit aux États-Unis, donc aussi par exemple Ouais, la Chine. Pourquoi la Russie tient? Pourquoi Poutine est ouais, ouais. comment dire, sûr de lui? Parce qu'il y a Xi Jinping derrière. Le jour où la Chine lâche la Russie, c'est Mmh. déjà plus la même donne, tu vois. Donc Oui, mais il peut y avoir des ça gens qui m'étonnerait lâchent. parce que la Chine, c'est elle est la suivante sur la liste, donc elle a pas intérêt à lâcher. Mhm. Après, la Chine, c'est pas la même tarte aussi. Hein. La Russie, encore, bon, c'est un grand pays sur la carte, mais c'est un petit pays en nombre d'habitants. Et puis, voilà, les gens qui C'est vivent pour ça. vraiment bien en Russie, c'est 20%. Mais la Chine, par contre, là, c'est de la puissance. Là, il y a de la technologie, la Chine. Mmh. Là, il y a des mecs qui savent bosser. Là, il y a des bosseurs. Là, il y a de la Mmh. méthode. La Chine, là, oui, la Chine, c'est un vrai concurrent à l'Occident, alors que la Russie, non. La Russie, c'est Mmh. plus un fournisseur de matières premières, quoi. Voilà. Mais Mmh. la Chine, attention, la Chine, le jour où tu te taques à la Chine, pas la même donne. Hein. Donc voilà, la Mmh. Chine aussi, voir un petit peu ce qui va se passer en Chine. Ils ont une crise démographique. On entend souvent parler de crise potentielle arrivant en Chine. C'est tellement de paramètres aujourd'hui. Enfin, c'est juste mon avis. Hein, Mmh. paramètres qui peuvent faire que dans un an, aussi bien le monde ne ressemble plus du tout à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Ou dans 1 ou 2 ans, on ne sait pas. Tu vois, c'est un petit peu une situation à la con dans laquelle on est actuellement. C'est clair. Et encore, on a la chance de ne pas être sur le front, hein, Ah bah oui. Ah bah oui. parce que c'est l'horreur, hein, pour ceux Oui, qui sont sur le front. ouais, puis que tu sois du côté ukrainien ou du côté Ah oui, russe. Bon. Oui, allô, tu m'entends? oui, Ouais. Bon, on a vu avec Verdun. oui, Verdun, aujourd'hui, voilà. Le front ukrainien, c'est Verdun, quoi. Voilà. ouais, ouais. Les Français et les Allemands se sont fait la guerre, pas les uns contre les autres, les uns avec les autres, pour au final aujourd'hui avoir une amitié franco-allemande. Ça, c'est un truc important que je voudrais dire, parce que à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait des élites qui tenaient la route, et ils se sont dit, bon, il ne faut plus qu'on se fasse la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a eu plein de jumelages. Et moi, à 17 ans, je me suis retrouvé en Bavière chez un correspondant avec qui je suis toujours en contact. Et ça, c'est vachement important que les gens se connaissent. Et c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à faire de la musique avec une Russe. Et je pense qu'il faut qu'on garde ouverts les canaux des deux côtés de ce mur-là qu'on veut nous imposer. Parce que si on a des contacts, si on a des liens d'amitié de part et d'autre, c'est un moyen modeste, mais c'est un moyen d'éviter d'éviter la contagion. Moi, je sais pas. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais moi, je vois un jour cette guerre ukrainienne s'arrêter. Et puis, genre, dans Aussi. 5 ans, tout le monde se dira, ouais, cette guerre, c'était une connerie. Et puis, tu sais, ça peut très vite changer. Hein. L'Union soviétique, tu as vu comme ça a vite changé. Ah Hein. oui, Euh, personne s'attendait, les personne États-Unis, c'était s'attendait la à un guerre contre effondrement les aussi rapide. États-Unis. Et en l'espace de 2 ans, c'était les États-Unis, c'est génial, tu vois. Donc, tout peut très vite changer. Et voilà, comme toutes les guerres, hein, les guerres finissent toujours. Par exemple, le Vietnam, aujourd'hui, pareil, tu vois. L'Afghanistan aussi, ça s'est fini en queue de poisson. L'Afghanistan, je suis sûr que ça va, au bout d'un moment, ça va être du genre, putain, cette guerre, c'était une connerie, on n'aurait jamais dû la faire, aussi bien côté ukrainien autant que de Russie, et que, voilà, il va y avoir, comment dire, il sera fait table rase au bout d'un moment. Enfin, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est comme toutes les guerres, hein. Les guerres, c'est. On verra. Certains disent que la Roumanie aura peut-être un jour une frontière avec la Russie. Ça me paraît douteux, mais on verra. Je crois pas trop, moi, perso. Mais bon, On verra. on verra. Mais bon, une frontière avec la Russie, tu l'as en fait déjà un petit peu, parce que la Crimée est russe, et il suffit de traverser le lac. Non, mais c'est Odessa, en fait, c'est par rapport à Odessa. Maintenant, c'est presque le cas dans un sens, avec la Transnistrie, c'est-à-dire que euh, bon, il y a visiblement des discussions d'unification actuellement entre la Roumanie et la Moldavie. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais il y a des gens qui en parlent. Et au sein de la Moldavie, ou en marge de la Moldavie, il y a la Transnistrie qui est une zone Mmh, slave entre mmh. l'Ukraine et la Transnistrie. Donc,
c'est vrai que quelque part, le monde roumain est déjà en contact avec le monde russe. Ouais, et puis bon, tu as la Crimée juste en face, quoi, sur le lac. Enfin, c'est pas vraiment une. J'appelle ça une mer, en fait, c'est plus un lac qu'une mer, hein. Et puis franchement, entre nous, ils n'ont pas le sens du marketing. Avoir appelé ça la mer Noire pour attirer les touristes, on fait mieux, hein. Ouais, ouais. Ils auraient dû trouver un autre nom. Enfin bon. Moi, je trouve que, tu vois, par exemple, là, tu vois, c'est la conquête des territoires de la mer Noire pour la Russie. Je vois pas trop où est la plus-value, parce que de toute façon, c'est même pas une mer ouverte. Celui qui contrôle la mer Noire, c'est Erdogan, qui fait Les partie. détroits, oui, les détroits. Oui, mais si tu vois actuellement, ce qui fait le plus mal à la Russie, de ce que je vois, c'est les pruneaux qui sont envoyés d'Odessa. Mm. Il y a des avions qui se sont fait descendre, il y a des bateaux qui se sont fait descendre. Donc, si tu veux, la Russie, de ce que j'entends, elle ultra domine au niveau artillerie, au niveau aviation, mais ils ont du mal au-dessus de la mer Noire. Ils sont mis en échec par l'Ukraine. Donc, potentiellement, ça peut être le point noir qu'ils voudraient régler, attaquer Odessa, Après, peut-être tu beaucoup sais, je vais plus. te dire, même si tu domines militairement, si un peuple ne veut pas de ta présence, il veut pas de ta présence. Par exemple, les Vietnamiens. Tu vois, sur la Mhm. carte, les Vietnamiens, c'est quoi, petit pays rikiki? Eh ben, ils ont mis une tollée à la Chine et Ah, aux c'est vrai. États-Unis. C'est Voilà. vrai. La Chine voulait leur donner une grande punition et ils ont pris. Mais les Chinois, ils ont pris une tollée, les Américains, ils ont pris une tollée. Et C'est bien, vrai. pourtant, les Chinois et les Américains ils ont toujours été supérieurs technologiquement et dans leur armée, etc., par rapport aux Vietnamiens. Voilà, les Vietnamiens, quand tu vois d'ailleurs, j'ai C'est beaucoup vrai. lu sur la guerre au Vietnam, comment ils gagnaient notamment en faisant des tunnels, en faisant des pièges. Enfin, tu vois, alors que Mhm. les Américains, ils étaient super armés. Mais pourquoi Mhm. les Américains, ils sont repartis contre les gens plutôt comme les Mhm. Chinois? Mhm. Parce que le peuple ne veut pas d'eux. Et un peuple qui ne veut pas de toi, par exemple, si Mhm. les Ukrainiens ne veulent pas des Russes, ils ne veulent pas des Russes. C'est-à-dire que même s'ils imposent avec leur armée, les Ah, c'est Ukrainiens, ils clair. vont commencer à se C'est battre, clair. ils vont continuer de se battre. C'est Et c'est clair. ce que je La dis. Pologne. C'est pour La ça que Pologne. moi, je trouve que cette guerre, elle n'a pas de sens. Parce que même si la Russie force le truc, ben les Ukrainiens, ils vont continuer à se battre, ils vont commencer à continuer à Non, faire mais des guérillas, ils vont continuer à faire du sabotage. Ça va être intenable. Non, Donc, mais si tu je veux, je pense pas. Le but, à mon avis, c'est juste de tracer une frontière à l'est de l'Ukraine avec les russophones, dans ce qu'on appelait avant la Nouvelle-Russie. Mais il est clair que, par exemple, tu prends l'exemple de la Pologne. La Pologne a été rayée de la carte, mais elle ne s'est jamais rendue. Toutes les générations ressortaient des caves et ils faisaient des révolutions jusqu'à ce qu'ils aient récupéré leur indépendance. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que les Russes sont conscients, mais ils n'ont aucun intérêt à aller, ne serait-ce que jusqu'à Kiev. Parce que c'est des Ukrainiens, c'est pas des Russes. une autre chose, par exemple, quand j'entends que Odessa est une. J'ai été à Odessa, hein. Ouais, Euh, ouais. Quand j'entends qu'Odessa est une ville russe, oui, Odessa est une ville russe, oui. Mais est-ce que ça veut dire que parce que Odessa est une ville russe et que ce sont des russophones majoritairement qui vivent là-bas, qui veulent vivre sous la domination de Poutine qui s'impose? Ah, Pas ouais, c'est forcément. Tu vois, sur pareil, vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas parce que tu es russophone que forcément tu veux vivre en Russie. Par exemple, il y a des russophones en Estonie, en Lituanie, en, Mmh. en, en Estonie, Ouais, Lituanie, ils Lettonie, sont restés là-bas. Mmh. voilà, en Géorgie, en Arménie, en Kazakhstan, en Mmh. Mongolie, il y a des russophones. Bon, à ce moment-là, il faut recréer l'URSS à ce niveau-là. C'est pas forcément Non. parce qu'un peuple parle la langue qui veut être rattaché au pays. Alors, Mmh, est-ce c'est qu'il vrai, y a des c'est vrai. Ukrainiens qui veulent être rattachés à la Russie? Oui, bien évidemment qu'il y en a. Mais est-ce que c'est le cas de tous les russophones d'Ukraine? Je ne pense pas, sincèrement. Tu vois, donc il y a ça aussi, c'est que l'excuse de dire oui, mais ces gens sont russophones, donc ils sont avec nous, pas forcément. C'est vrai. Voilà, donc c'est compliqué comme situation, comme toutes les guerres. L'idéal, ça serait faire des référendums en disant voilà, vous êtes d'ici, vous votez, et puis voilà. Mais bon, ça se fera jamais. Et puis c'est toujours pareil, par exemple, si tu es ukrainien et que tu as envie de vivre en Russie, bah écoute, tu vends ta baraque, tu vends ta bagnole, tu fais Mmh. tes valises, bah, comme on a fait toi et moi, hein, voilà, Mmh. et tu vas vivre en Russie. Surtout qu'en Russie, il y a plus de place que n'importe où. Dire, Ah ben ça, c'est sûr. voilà. Bon, le climat est pas toujours idéal partout, mais Bah, si tu restes dans le sud, si tu restes par exemple du côté du sud de la Russie, mmh. Krasnodar, etc., le climat est pas mal. Du côté de Mmh. Vladivostok, le climat est pas mal aussi. Si tu restes dans les deux sud, Mmh. Vladivostok, là, ça va. Vladivostok, c'est du niveau de Krasnodar? Ouais, les hivers sont pas si longs
et puis pas beaucoup de neige, et puis il fait très bon l'été. Hein. T'as la mer, t'as tout quoi. Au mois d'avril Ouais, déjà. j'avais vu ta vidéo. Moi, je me suis déjà promené en t-shirt à Vladivostok au mois d'avril, et je dormais sur la plage au mois d'avril, dans une voiture, hein, Ouais. on faisait un petit feu, etc. au mois d'avril, tu vois. Ah, mais Euh, c'est intéressant. voilà. J'aurais pas Ah non, cru. Vladivostok, vers Vladivostok, il y a vraiment des très beaux endroits qui me rappellent la France d'ailleurs. Mhm. Ouais, où je ferais bien construire. D'ailleurs, c'était le plan initial. Le plan initial, c'était prendre un terrain au sud de Vladivostok et faire construire là-bas. Et bon, tout a été coté entre-temps. Mais ouais, il y a vraiment des beaux coins, dans toute la Russie. Hein, il y a vraiment des coins vraiment beaux. C'est tellement grand, la Russie, qu'il y en a pour tous les goûts. Pareil, en Extrême-Orient, du côté du lac Baïkal, là au-dessus de la Chine, il y a des endroits, je connais, qui Mhm. font penser à la Nouvelle-Zélande, que tu traverses en voiture. C'est magnifique. Hein. Mais c'est pas froid? Sakhalin. Pardon? C'est pas froid là-bas? Ah Quand si, il c'est fait froid. chaud? L'hiver Ouais. est froid. Mais Ouais. l'hiver, en fait, il est froid, mais c'est supportable. Moi, tu vois, c'est pas. C'est On pas un entend froid humide. toujours, ouais, quand on parle de la Russie, ouais, mais il fait froid. Et pour moi, dans mon cas, c'est vraiment pas un inconvénient, quoi. Le froid sibérien n'est pas si terrible que ça, parce que oui, il est froid en degrés, Mhm. mais il est sec. Mhm. Et si tu t'habilles bien, Mhm. t'as pas, tellement la sensation de froid en fait. Alors attention, ça reste froid quand même. Hein, si tu vas dehors, que tu mets des baskets et que tu mets pas de gants, tu vas geler les doigts. On est bien d'accord, hein, les orteils. Ouais. Mais si tu t'habilles comme il faut, Mhm. non, tu peux profiter du froid. Et puis, ce qui est bien en Extrême-Orient, c'est que les hivers sont ensoleillés. Donc oui, tu as la neige, oui, tu as la glace, tu as les lacs gelés, etc. Mais tu as le Mhm. soleil. Et ça Mhm. joue énormément sur le moral, le soleil. Le Ah oui, froid d'accord. n'est pas trop un point faible. Je dirais. C'est le manque de soleil. C'est le manque de soleil qui peut peser, et ce n'est pas un problème en Extrême-Orient. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit sur le climat. En Roumanie? Ici, on descend, ouais, on descend, on a des pointes entre -15 et -20 l'hiver. C'est pas démentiel, mais si tu veux, pour quelqu'un de la Côte d'Azur, c'est un peu. Ah bon, je pensais pas que c'était aussi froid, tu vois. Ben bon, on est quand même dans le nord du pays, mais ouais, entre -15 et -20. Enfin, cette année, on n'a pas encore eu, on est descendu à -10 et demi. Mais, et quand je dis -20, c'est en ville, la grande ville, et dans les campagnes, tu peux facilement arriver à 5 degrés de moins, quoi. Dans des coins un peu humides, mal exposés. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte. D'accord. Oui, C'est-à-dire pour que l'été, il fait chaud. T'as vraiment une. L'été, il fait chaud, c'est agréable, mais l'hiver, tu peux te payer des périodes de froid. Donc, il faut penser à te chauffer, hein. d'accord. C'est bon, ça va. C'est bon à savoir pour ceux qui viennent du sud de la France. Ouais. Alors, dans le sud, ça doit être un peu mieux, mais c'est que ça reste quand même climat continental. Même la mer à Constanța, il ne faut pas s'imaginer que c'est la Côte d'Azur, hein. C'est pas du tout ça. Mhm. C'est pas. Ils avaient essayé de planter des palmiers il y a 20 ans et ça n'a pas tenu, hein. Mhm. Donc, prudence. D'accord. Et puis, Bon. encore une fois, ce qu'on dit souvent, venez voir avant. C'est pas la peine, ce que disait le gars là sur l'Estonie. Des Français qui ont débarqué et le pays n'était pas du tout comme ils Ça, c'est s'imaginaient. une règle d'or. Il faut toujours venir Venez voir. voir. Et c'est bien de venir voir ce qu'on conseille aussi souvent pour la Russie ou ce genre de pays. Il faut venir une fois l'été et une fois l'hiver pour se faire une vision Et puis assez large. aller visiter l'endroit dans lequel tu souhaites vivre. Par exemple, notamment quand c'est des grands pays, par exemple, tu disais Mhm. la Russie, aller Mhm. à Moscou, si tu veux vivre à Vladivostok, ça n'a strictement aucun sens. Ou alors Tout à oui, fait. pour aller visiter, mais c'est pas parce que tu as été à Moscou que tu as vu Vladivostok, ou tu as vu Irkoutsk, ou tu as vu Novosibirsk, ou que tu as vu, je sais pas, Khabarovsk, tu vois, Mhm. c'est comme l'Espagne, tu vois, moi, j'aimais pas trop l'Espagne, tu vois, le sud de l'Espagne, j'aime pas, c'est bétonné, c'est une Mhm. fournaise l'été, etc. Et ben, je suis allé voir le nord, et c'est vrai que le nord est différent du sud, mais vraiment, tu Mhm. vois, c'est vert, c'est vallonné, il y a l'océan Atlantique, c'est pas pareil, tu vois. Donc, y aller déjà, prendre Mhm. son billet et faire son visa, ça c'est pas si cher que ça. Et puis Mhm. aller dans l'endroit, voilà, qui te fait rêver de loin, quoi. Par exemple, la Transylvanie, ben, c'est pas Bucarest, c'est pas pareil, il faut aller voir. C'est sympa la Transylvanie parce qu'en fait, c'est bon, c'est vallonné. Donc pour ceux qui ne supportent pas les plaines, c'est pas mal. Et puis tu as des montagnes un peu partout tout autour. Donc tu as t'as les deux trucs. L'essentiel est dans une. C'est pas vraiment une plaine, mais ouais, c'est vallonné, mais c'est quand même, ça ressemble un peu à une plaine dans le sens où c'est relativement bas en altitude. Mm. Et puis après, tu as des montagnes pour les balades, tu peux faire un peu de ski, donc c'est bien. Mm, mm. Bon, bah écoute, Nicolas, je crois qu'on a fait le tour, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter pour finir? Non, 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 non. Bon, bah écoute, je te souhaite plein de
de bonnes choses là-bas en Roumanie et que tu n'aies pas à partir, que tu puisses conserver ton activité professionnelle et que tu n'aies pas à aller refaire ta vie à 50 ans quand même, pas rien. Plus de 50 Merci. ans dans un pays comme la Géorgie, etc., qui a aussi ses inconvénients, mais aussi, voilà, il faut tout refaire, c'est pas rien. Mhm. Merci d'avoir pris le temps, quand même 1h50, hein, d'avoir pris le temps d'expliquer tout ton ressenti sur la Roumanie après quand même plus de 20 ans sur place. C'est quand même une expérience qui, je pense, sera appréciée par tout le monde dans la communauté. Et puis, bah, écoute, un de ces quatre, tiens-nous au courant de l'avancée de tes projets si jamais tu devais bouger. Ok. Et puis, ben, continue ce que tu fais parce que c'est vraiment appréciable. Bah, écoute, merci. Merci beaucoup pour ton retour. Et puis, voilà. Je crois que les gars, si vous voulez parler de Roumanie, c'est sous cet épisode. Vous parlez dans les commentaires, posez des questions, ajoutez des choses, rebondissez sur ce que vous venez d'entendre. Et puis, n'oubliez pas le like en passant. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne s'abonnent pas, qui écoutent quand même tout. C'est dommage, vous loupez des choses, du coup, vu que vous n'êtes pas abonné. Et puis, dans la description, hein, si vous voulez gagner en liberté, que ce soit salarié ou entrepreneur, il y a des solutions. J'ai fait les deux, même les trois, en tant que freelance. Soit freelance, entrepreneur ou salarié, vous avez des solutions pour travailler à distance. Il y en a qui appellent ça le télétravail, il y en a qui appellent ça le remote, il y en a qui appellent ça le home office, il y en a qui appellent ça les digital nomades, vous appelez ça comme vous voulez. Mais le but, c'est travailler soit pour un patron, soit pour vous-même, mais pouvoir choisir l'endroit où vous êtes. Donc, soit la campagne française, qui est déjà beaucoup mieux que Paris, ou Lyon, ou Marseille, ou carrément la Roumanie, ou la Russie, ou je ne sais pas, quelque part en Asie. Une fois que vous savez comment ça fonctionne, vous allez où vous voulez. Ok, c'est dans la description, le premier. Hein. Juste un tout petit truc, s'il y en a qui sont curieux d'entendre ce que peut donner une musique franco-russe, Oui. sur YouTube, vous avez le pseudo Curno, C-U-R-N-A-U. Donc c'est cette musique. Et puis si ça vous plaît, j'attends vos commentaires. Bah écoute, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre ça en commentaire épinglé. J'ai le Ben, lien, bien tu m'avais envoyé volontiers. par mail, ouais, tu m'avais Bien envoyé. volontiers. Bah écoute, J'attends, hein. Je suis curieux de l'avis de tout le monde. bon, bah écoute, j'ai ton lien, je le mettrai en commentaire épinglé sous cet épisode. Un grand merci. Ok, bah écoute, merci à toi Nicolas, et puis bah écoute, passe une bonne soirée, c'est déjà assez tard chez toi là. Toi aussi et vous aussi. Allez, ciao.